Bonjour le chat, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 4e épisode de Gros Cerveau. Et comme vous le voyez, on est assez nombreux et nombreuses Oui. en plateau. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Ça fait un petit moment qu'on en discute en stream régulièrement. C'est un peu une question qui revient dans les discussions politiques, féministes, etc. Et je me suis dit que c'était quand même une occasion de faire un petit topo avec quand même deux experts et expertes du sujet. Donc ce soir, on va parler travail, on va parler sexe, on va parler travail du sexe, on va surtout parler de droit. Et du coup, j'ai le plaisir de recevoir donc Sarah-Marie Maffezoli, tu travailles à Médecins du Monde sur le plaidoyer, sur les questions de travail du sexe notamment. Tout à Bien fait. Je ça. suis référente technique et plaidoyer chez Médecins du Monde sur les questions de travail du sexe exclusivement. Et ça fait 15 ans que je suis activiste pour les droits des travailleuses du sexe. Ok. Et du coup, avec toi, Thierry Schaffhauser, Bonjour. qui, pareil, est militant historique, notamment du STRAS, du syndicat des travailleurs et travailleuses sexuelles. Syndicat du travail sexuel ou syndicat des travailleurs et On peut dire les deux, je pense. Ok, Oui. d'accord. Oui. Et donc voilà, et bien évidemment à côté de moi, Oui, moi. Moufette, Oui. qui va me seconder sur tout ça. Parce Bah que oui. c'est aussi un sujet qui t'intéresse ou aussi t'en parles souvent Ouais, j'en parle en stream. souvent. Puis on en avait parlé ensemble. On voulait faire une émission parce que ça nous paraissait être un sujet qui est jamais abordé. C'est le grand absent souvent quand on parle de pauvreté, de précarité, tout ça. D'un coup, hop, les travailleurs du sexe, ça n'existe plus. Donc voilà. Donc ça me semblait bien pertinent de faire une émission parce que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas forcément comment dire, le jargon, les outils pour pouvoir parler de ça et même comprendre ces situations-là. Enfin bref, elles sont souvent invisibilisées. Donc voilà, merci d'être là. Ouais, merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est souvent même parasité par des discours Oui. anti-prostitution, etc., qui ont aussi tendance à caricaturer aussi la position pro-droit. Donc c'est aussi pour ça qu'on va s'en tenir là. Mais déjà, on va essayer de poser déjà quelques bases déjà de quoi on parle quand on parle de travail du sexe. C'est quoi un peu toutes les réalités que ça recoupe entre la rue, la prostitution, la pornographie? Quelles sont les pluralités que recoupe ce terme? Je sais pas, Thierry, si tu veux. Et bon, alors je pars sur la définition de Gail Peterson ou de Carol Lee. Parce que, Il va falloir expliquer qui c'est. Là, parce que non, mais Carol Lee, c'est une activiste qui est décédée il y a pas longtemps, qui était californienne et qui a créé le mot sex work, donc en 79, je crois. Et son but, c'était de déstigmatiser par rapport au terme historique de prostitution, mais aussi d'élargir. Parce qu'effectivement, déjà dans les années 70, il y avait plusieurs formes de travail sexuel qui rentraient plus vraiment dans la définition classique, enfin en tout cas dans la représentation qu'on peut avoir de la prostitution. Mais je pense que bon, là, son but premier, c'était vraiment de déstigmatiser. Et puis, je pense que c'était à l'époque, il y avait déjà la pornographie, les peep shows, enfin différentes formes. Je sais pas si Minitel, ça avait commencé déjà dans les 70, peut-être les années c'est 80. 80. ouais, 80. plus tard, quand même. Bon, mais et puis après, pour nous, au niveau syndical, ça a été le fait d'avoir traduit sex work, travail sexuel, c'était aussi pouvoir parler de travail, en fait, aussi, hein. Et de ne pas rester que sur les revendications de décriminalisation ou autour de la santé publique, mais de pouvoir à un moment donné aussi d'avancer un peu plus sur c'est quoi les conditions de travail, etc., quoi. Bon, mais en tout cas, nous, au niveau par exemple, des adhérents qu'on va accepter, à partir du moment où on n'est pas dans un lien de subordination, d'oppression par rapport à un travailleur, donc il n'y a pas ni manager ni de patron accepté, je le précise parce que souvent c'est des gens, des gens racontent ça, donc il faut le préciser. Mais sinon, à partir du moment où on utilise son propre corps, sa propre force de travail, et qu'il y a une dimension sexuelle, donc soit par l'usage de son sexe ou par le fait de produire une stimulation sexuelle, c'est une forme de travail sexuel, quoi. Ok, donc ça peut recouper la pornographie, les cams, la prostitution, l'escorting, toutes ces différents types de Tout travail, ce qui quoi. peut exciter, c'est ça, non? Ouais. Exactement, en sachant que déjà dans la définition de la prostitution, qui n'a pas été définie par le législateur, parce que la prostitution en soi n'est pas criminalisée Ouais. directement, on va dire, donc ils n'ont pas eu besoin de la définir, mais par contre, il y a quand même des arrêts de justice qui la définissent, et dans la définition légale, il faut quand même qu'il y ait un contact physique, une stimulation sexuelle et un échange d'argent. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres formes de travail sexuel où il n'y a pas forcément de contact physique direct, puisque maintenant, avec les outils numériques contemporains, mais c'est quand même une forme de travail sexuel parce qu'il y a
une pratique sexuelle ou une représentation ou une stimulation, etc. Enfin, Oui, voilà. mais, par exemple, je me disais, est-ce que les dessinateurs de Fury sont dans le cadre du travail du sexe? Non, parce qu'il y a le corps n'est pas employé à part pour Moi, j'aurais dessiner, tendance quoi. à dire non parce que tu n'utilises pas ton propre corps, mais après, c'est vrai que ça peut se discuter parce que je pense que si tu dois t'inspirer de ta propre, comment Est-ce dire, que le parallèle, c'est pas la littérature érotique ou la Ah oui, c'est littérature vrai. pornographique? C'est Oui, c'est aussi vrai. dans le champ Ouais, de ouais. l'art et de l'artistique, mais c'est une pure production de représentation et c'est pas putain. ton. Ça veut dire on est à ça d'inclure Marlène Schiappa dans les téléfilms. Mais je pense que ça rejoint, justement, tu as cité Gail Je peux juste Peterson, et remonter qui, un elle, est peu. plus sur la question de la prostitution dans son livre, mais c'est vraiment aussi la question du stigmate qui, à un moment donné, va faire communauté, même si toutes les communautés ne se reconnaissent pas ensemble. Mais le stigmate est quand même quelque chose de très important dans le fait qu'on désigne les personnes comme exerçant le travail du sexe. Et ce qui permet aussi, à un moment donné, de distinguer des personnes qui exercent le travail du sexe d'autres personnes qui seraient entretenues, qui pratiqueraient des échanges économico-sexuels, pour revenir à la classique définition de Paola Tabé, mais qui ne subiraient pas le stigmate et qui, justement, malgré les échanges économico-sexuels, ne rentreraient pas dans le champ du travail du sexe. Et je pense que, pour le coup, j'ai pas l'impression que les auteuristes de littérature érotique ou autres subissent le même stigmate, Oui. en plus du fait de ne pas engager leur corps. Moi, c'est vrai que j'aurais. Bon, après, ça peut se discuter, mais moi, à titre personnel, j'aurais tendance à mettre la limite sur le fait qu'il faut quand même utiliser son propre corps, parce que je vois bien qu'il y a des fois, il y a des gens qui, parce qu'ils sont caméramans ou qui vont dire je travaille dans l'industrie du sexe, je travaille au sexe. Bon, non, si tu es technicien et que tu n'es pas directement dans la production voilà, une excitation sexuelle, euh, c'est vrai que sur la littérature érotique, peut-être ça peut se discuter parce que je pense par exemple les gens qui font du téléphone rose ou qui Oui, produisent de oui. l'excitation sexuelle en puisant dans leurs propres fantasmes ou dans leurs propres ressources pour pouvoir exciter quelqu'un. Je pense que c'est quand même une forme de travail sexuel, même si tu t'engages pas Bah, ton corps directement, mais tu dois quand même puiser des fois dans des choses intimes, personnelles. la Donc voix, pourquoi c'est ça. pas, ou la voix, ou la voix. donc, et des fois, c'est même plus impliquant que le corps en tant que tel, quoi. Ouais. Oui. Donc, moi, j'aurais tendance à les inclure, mais alors du coup, c'est vrai que sur dessinateur de porno érotique, je sais pas. Ah ouais, j'ai je dit ça, c'est des trucs un peu précis. Beaucoup de notre discussion va beaucoup se centrer sur là-dedans la question de la prostitution, mais c'est vrai que comme tu disais Sarah Marie, la question du stigmate se retrouve énormément y compris dans tous les discours politiques qui s'opposent justement à l'accès aux droits. Donc en fait finalement, même si on va beaucoup, je le dis aussi pour les gens qui nous regardent, même si on va aussi beaucoup parler de prostitution, il y a quand même cette idée-là générale du stigmate, de l'importance du corps qui reste finalement quand on va parler de travail du sexe en règle générale, quoi. Et du coup, il y a aussi, comme on l'a vu avec cette définition, avec beaucoup de pluralité de modalités d'exercice, il y a aussi eu une question qu'on a pu se poser, là je vais commencer à arriver dans un peu les Antilles, mais une question qui a pu se poser aussi avec l'évolution des modalités d'exercice. Tu parlais tout à l'heure comment dire, d'historiciser un petit peu la définition du travail du sexe. C'est vrai qu'à un moment, c'était beaucoup capté par le champ de l'hygiénisme et par le champ de la santé publique. Et progressivement, en fait, ce cadrage a aussi évolué, aussi en partie impulsé par les militants et militantes concernés. Et il y a la question de la continuité et des ruptures aussi avec l'arrivée d'Internet qui a pu se poser, ou voir la différence, on va dire, des modalités entre le travail en rue et le travail sur Internet aujourd'hui. C'est quoi un petit peu Déjà, est-ce que Internet, ça a beaucoup changé? Souvent, les gens, ils disent Internet, c'est fait pour le sexe. Mais est-ce que Internet a beaucoup changé? Comment est-ce que ça a pu faire évoluer les pratiques? Quelles sont les continuités aussi qu'on a pu observer c'est vrai, moi, j'ai commencé dans la rue au début des années 2000. Alors, Internet existait déjà, mais tout le monde n'avait pas forcément un ordinateur chez soi. Voilà. Donc, moi, j'avais pas d'ordinateur chez moi. Et donc, j'ai commencé à Port-Dauphine. Mais assez rapidement, je pense qu'au bout de 6 mois, 1 an, j'ai quand même économisé suffisamment pour m'acheter un ordinateur, justement. Mais à l'époque, je crois que j'ai fait partie des premiers à être sur le site rainbow.com, qui a été fermé depuis.
Mais à l'époque, je me rappelle, déjà, il fallait un peu parler anglais parce que c'était un site basé aux États-Unis. Et puis, on était une cinquantaine d'annonces sur toute la France pour les hommes travailleurs du sexe, alors que Hunks aujourd'hui, qui est utilisé pour les hommes travailleurs du sexe, je crois qu'on est dans les 15 000 profils. Donc En France? Pour toute la France. Donc on voit bien qu'il y a une vraie démocratisation et un usage beaucoup plus fort. Oui. Et le travail de rue pour les hommes, en tout cas, a quasiment disparu, même s'il y en a peut-être encore un peu, mais globalement, l'outil d'Internet est devenu très dominant. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, peut-être pour les femmes migrantes sans papier qui n'ont pas justement accès à des moyens de travail en intérieur ou d'accès aux outils informatiques ou autres, la rue reste un endroit gratuit où on peut exercer. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une transformation. On le voit par exemple sur la rue Saint-Denis, qui était un quartier traditionnel depuis probablement le Moyen-Âge et qui est en train de disparaître, non pas du fait de la répression, mais parce que les nouvelles générations ne veulent pas racheter les studios et préfèrent travailler autrement. Donc oui, il y a une évolution. Oui. Oui, il y a une évolution. Après, de toute façon, il y a différents types d'évolutions. C'est-à-dire que Internet, maintenant, ça fait longtemps que ça existe, qu'il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui exercent sur Internet depuis longtemps. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que la répression a aussi quand même poussé sur Internet des personnes qui n'auraient pas forcément travaillé sur Internet parce que ça suppose pour elles, notamment, de recourir aux intermédiaires. C'est-à-dire que quand tu es allophone, ou que tu as un français qui est moins bon. Allophone, c'est quand tu parles pas bien la langue. Quand tu parles pas bien la langue. Et du coup, c'est vrai que si tu peux échanger que par message, ça bloque quand même un petit peu pour trouver des clients via Internet, parce que c'est mieux si tu as la possibilité de répondre au téléphone aussi. Et puis après, il faut aussi une maîtrise des outils numériques, qu'il s'agisse d'ordinateur ou de téléphone, parce que toi, à l'époque où tu as commencé avec un ordinateur, c'était l'époque où il n'y avait quand même pas encore de smartphone non plus, alors que maintenant, avec la généralisation du smartphone, tout le monde a un smartphone, c'est pas le sujet. Mais de là à savoir l'utiliser pour savoir déposer une annonce en français, en indiquant tout, souvent des personnes qui vont pas parler français, qui maîtrisent mal les outils numériques, poussées par la loi de 2016 et la pénalisation des clients, et puis par le Covid aussi, à un moment donné, le fait de ne plus pouvoir travailler en rue, sont passés sur Internet, mais du coup de manière moins souhaitée et moins confortable, parce que du coup, elles ont recours à des intermédiaires et elles vont payer des services supplémentaires qu'elles n'avaient pas forcément à payer en travaillant en rue. Ouais. Oui, c'est des intermédiaires leur permettant à la fois de faire la traduction, mais aussi le premier intermédiaire, c'est la plateforme elle-même, qui parfois peut être payante, qui parfois peut avoir 36 000 restrictions, etc. Donc, pardon, désolé. Ouais, du coup, j'ai l'impression je suis désolé de couper un peu le sujet. C'est juste, enfin non, du coup non. Mais c'est juste sur le truc d'Internet. Là, alors là, on parlait des méthodes de travail et tout. Et moi, j'ai vu là dans la lecture de ce bouquin que tu m'as prêté, qui est très bon bouquin, recueil de témoignages et tout. Il y a des personnes qui décrivent une pornification des désirs. Est-ce que c'est un truc que vous valideriez ou que vous nuanceriez Je pense qu'on peut dire que c'est le cas, mais là où je nuancerais, c'est que je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense que l'industrie porno s'inspire aussi de ce qui se passe dans la réalité. Je pense que c'est pas que le porno qui influence la sexualité des gens, c'est aussi, les gens font aussi en fonction des désirs qui circulent et... Ouais, mais dans le sens où, moi, dans le témoignage que je lisais, c'est la personne décrivait que le travail était peut-être beaucoup plus simple à l'époque où les gens avaient beaucoup moins d'exigences et d'exigences de performance ou de représentation de performance, et que du coup, après, les travailleurs et travailleuses du sexe se retrouvent à avoir des demandes de plus en plus hard et tout ça. Et donc, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas le hard des exigences de performance par rapport à une, je sais pas, j'en sais vraiment rien, mais une espèce de banalisation d'un certain nombre de pratiques. Enfin, pendant longtemps, on a toujours entendu les travailleuses du sexe comme étant les personnes vers lesquelles les hommes se tournaient pour des pratiques qu'ils ne pouvaient pas demander à leurs femmes. Sauf que maintenant, je ne veux pas exagérer, mais à peu près tout le monde fait des fellations. La sodomie, c'est quand même hyper répandu, quelles que soient les modalités de sexualité. Et donc,
Enfin, du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de pornification ? Est-ce qu'à l'époque où tu te tournais vers une TDS pour avoir une fellation, est-ce que c'était pas déjà une forme de pornification ? Je sais pas. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça dans toutes les paniques morales autour de l'évolution de la sexualité des jeunes qui sont influencés par... En vrai, c'est à l'échelle de la société tout entière aussi. Et c'est aussi beaucoup capté, c'est pratique, ça me permet de faire le segue sur la suite, c'est aussi beaucoup capté par des paniques morales où forcément dès que tu touches à la sexualité et à une vision de la sexualité plus sale, considérée comme plus dégradée, donc avec ce stigmate dont on parlait, forcément ça laisse tout le libre cours à toutes les simplifications aussi là-dessus. Moi j'aime pas non plus trop ce discours de simplement de ça pervertit les gens. Enfin je veux dire, il y a plein de gens qui sont épanouis dans des pratiques qu'ils n'auraient jamais essayé avant. Parce qu'ils les ont vus. Cette question des pratiques, c'est comment on définit aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est du hard, qu'est-ce que c'est du soft. Par exemple, pour moi, le fist fucking, pour moi, c'est une pratique très douce. Sinon, je pense que ça ne fonctionne pas vraiment. Mais les gens l'assimilent à du hard. Alors qu'en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus doux que du fist, quoi. Mais après, c'est aussi parce que tu as des discours qui vont dire telle pratique, c'est assimilé à de la violence. Et je pense que là, on tombe un peu dans un piège, c'est-à-dire que la violence, ça ne devrait pas être plutôt défini par l'absence de consentement ou par le fait d'être forcé, d'être contraint à quelque chose que tu ne veux pas faire, quelle que soit la pratique, et qu'en fait, ce n'est pas forcément la pratique en tant que telle qui est problématique ou qui serait hard ou autre. Ça, en fait, c'est dans l'intimité et la complicité des gens entre eux qui décident ce qu'ils ont envie de faire ou pas, quoi. Parce qu'en fait, en soi, effectivement, il y a peut-être 50 ans, la fellation était une pratique hard et humiliante, ou j'en sais rien, alors qu'aujourd'hui, voilà. Mais sinon, pour moi, la différence, tu parlais de l'accès à Internet, tout ça, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé dans la rue, je pense que l'intérêt, c'était le contact direct avec le client, mais aussi le fait de trouver une communauté sur place qui était, alors pas forcément toujours bien organisée, mais qui avait une forme d'éthique dans le travail. Et je sais que moi, par exemple, une des premières choses que j'ai apprises dans le travail de rue, c'était des collègues qui m'ont dit, surtout, tu ne cours pas derrière la voiture. C'est-à-dire que les clients, ils vont tourner en voiture autour de la place. En général, ils vont s'arrêter quelques mètres plus loin pour voir si tu vas marcher vers eux. Ils disaient non, si le client, il veut tes services, il va se garer devant toi, il va s'arrêter devant toi, et c'est toujours à lui d'aller vers toi, et c'est pas à toi de marcher. Parce que là, direct, il y a une représentation, il y a un rapport qui s'installe, et donc c'est toi qui prends le dessus. Ça permet de poser le rapport de force et le rapport de pouvoir. C'est ça, et ça, c'est quelque chose qui a une transmission qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, parce qu'on est très isolé, le fait d'être en télétravail via les outils Internet, et du coup, il faut reconstituer des communautés via des forums en ligne, ou via le syndicalisme, ou via différentes pratiques, pour retransmettre des savoirs. Et je pense, pour moi, la plus grosse différence, c'est ça. Mais c'est marrant parce que du coup, il y a un paradoxe assez intéressant là-dedans, dans le sens où, en effet, avec Internet, il y a une généralisation aussi de fait d'entrer dans la pratique de façon plus isolée, mais aussi il y a une construction des discours militants et une facilité d'accès, j'ai l'impression, aux discours militants qui permet aussi un petit peu plus de connaître en fait qu'il y a des espaces militants, qu'il y a des espaces syndicaux, etc. pour défendre... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce paradoxe entre il y a de l'isolement, mais en même temps, il y a une plus grande diffusion de la parole politique. Après, c'est récent, non ? Non, c'est vrai que Internet, c'est vrai que ça a été un outil pour le militantisme qui a été utile, parce que tu peux, avec un pseudonyme et avec un avatar, ou tu peux quand même produire du discours, tu peux produire une forme de représentation en ligne, une visibilité, qui était beaucoup plus compliqué quand tu dois manifester avec un masque, quand tu peux pas parler à visage découvert, et donc ça a permis quand même à toute une partie de la communauté de pouvoir quand même avoir une forme de militantisme tout en protégeant son identité avec une forme d'anonymat. Mais de là à dire que ça permet quand même le militantisme ne va pas forcément permettre de rompre l'isolement. Non, c'est clair. D'où le paradoxe, c'est ça. Ça reste quand même une minorité qui, à un moment donné, va devenir militante sur la thématique, et on constate quand même qu'il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui n'ont toujours pas accès au savoir communautaire, parce que tu finis par rencontrer des collègues toujours à un moment donné, que ce soit via Internet, via aussi des clients qui vont à un moment donné mettre en relation aussi des travailleuses du sexe ou autres, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps. Et moi, c'est vrai que ça m'a frappé à l'époque où je travaillais au Stras, et on rencontrait beaucoup de travailleuses du sexe qui commettaient
ce qui était souvent considéré comme des erreurs de débutants. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup l'espace pour faire les mouvements des bras, et qui était notamment de ne pas demander d'être payé avant. En fait, quand tu commences en rue, quand même, c'était un peu un truc, ça se savait. Tu n'allais pas faire un client si tu ne demandais pas l'argent avant. Et à l'époque, au Stras, il y avait plein de nanas qui arrivaient et qui disaient « Ah oui, mais il m'a dit qu'il allait me payer après et qu'on allait aller au distributeur. » On arrive au distributeur et il n'y avait pas la thune. Et où je voyais toujours des travailleuses du sexe beaucoup plus expérimentées qui étaient là, genre, mais vraiment comme ça. Et où en même temps, on disait, mais en même temps, la réalité, c'est où est-ce que tu veux qu'elle chope l'info ? Parce que tu peux pas en parler sur Internet, que c'est vraiment un savoir expérientiel qui se transmet entre collègues, et qu'en même temps, et ça, c'était quand même un des gros sujets pour le Stras, mais pour toutes les organisations communautaires travailleuses du sexe, tu peux pas diffuser ce genre d'informations sur Internet, parce que sinon, ça sera du proxénétisme. Oui, voilà, c'est ça. La moindre information, le moindre renseignement est considéré déjà comme une forme de proxénétisme. Mais c'est ça. Et donc, du coup, il y a quand même un vrai piège autour de ça. C'est que de toute façon, l'infraction de proxénétisme est quelque chose qui vise notamment à rompre, enfin, à empêcher toute forme de solidarité entre les travailleurs du sexe. Sauf que la rue, tu ne pouvais pas faire échec à la solidarité qui pouvait exister dans la rue. Il n'y a pas que de la solidarité. L'idée, ce n'est pas du tout d'être idéaliste, mais tu ne pouvais pas faire échec à cette solidarité qui existait et qui existe encore dans la rue. Sauf que sur Internet, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus efficace de faire échec à la solidarité de base comme ça. Vu qu'on en parle vite fait, aussi pour expliquer un peu au public l'absurdité de la définition du proxénétisme. Oui, il faut y aller. C'est quoi la définition légale du proxénétisme? Alors actuellement, depuis 2016, du coup. Non, en fait, ça n'a pas changé. Ça, c'était déjà le cas. Okay. C'est toute aide ou assistance à la prostitution d'autrui. Ok. Quoi qu'on fasse, en fait, dès lors qu'on est en relation avec une travailleuse du sexe et qu'à un moment donné, on se retrouve sur le parcours de l'exercice de son activité et qu'on ne l'empêche pas, on devient proxénète. Donc, si tu mets à disposition un lieu de travail pour une travailleuse du sexe, si tu l'accompagnes sur son lieu de travail en voiture, mais je veux dire, payer, pas payer, j'allais dire même tarif, mais c'est la même chose. Pour le coup, tu prêtes ou tu loues un appartement, c'est du proxénétisme, t'es passible de poursuite. Après, la différence apparaîtra dans la peine, dans l'individualisation de la peine, mais c'est du proxénétisme. Théoriquement, alors ça n'arrive pas, mais théoriquement, mettre à disposition du matériel de prévention, des préservatifs, du gel, c'est du proxénétisme. T'aides et t'assistes à la prostitution d'autrui. Et même si elle me paye un petit kebab, c'est proxénétisme. Alors, tu tires un bénéfice matériel de sa prostitution, donc oui. Oui, donc elle peut pas me donner 10 centimes, quoi. Non, ça, de toute façon, vivre sur les revenus, tirer profit de la prostitution, ça c'est encore pire. Après, dans la qualification du proxénétisme. Ton gosse, c'est ton proxénète. Oui, ça c'est débile. Avec ce paradoxe, bien évidemment, qu'il y a une obligation alimentaire envers les enfants jusqu'à 18 ans et jusqu'à 26 ans tant qu'ils font des études. Donc ça veut dire que potentiellement c'est ton proxénète, mais en même temps il peut quand même te poursuivre en justice si tu lui donnes pas à manger. Et l'État par contre n'est jamais accusé d'être proxénète alors que c'est le plus grand proxénète. Bah oui, il faut bien payer les impôts. C'est celui qui tire le plus d'argent de la prostitution, travail sexuel. Mais c'est là où, en fait, je pense que les gens ont une représentation du proxénète qui est l'image, effectivement, du voyou qui va tirer profit, qui va exploiter, et qui est effectivement une partie de la définition. Mais la définition est tellement large qu'en fait, c'est toute forme d'organisation, toute forme d'aide, de transaction, même sans tirer profit. Et c'est là où, pour moi, en fait, c'est une infraction qui vise à exceptionnaliser, en fait, et qui vise à nous sortir du droit commun. Parce qu'en réalité, dans le droit commun, il y a déjà toutes les infractions possibles pour pénaliser tous les abus et toutes les violences qu'on veut pénaliser, que ce soit le vol, l'extorsion, les formes d'exploitation, voire le droit du travail, si on va sur la question du travail. Et là, en fait, c'est vraiment nous mettre en dehors de ce droit commun et créer un système à part. Et c'est là où ces fameux universalistes, en fait, ils sont pleins de contradictions, puisque là, ils nous créent vraiment un régime d'exception. Qui en fait du coup fait aussi que on n'a pas accès au droit du travail, on n'a pas accès au droit au logement, parce que si tu loues un appartement, ton propriétaire est proxénète, du coup ça crée
plein d'exceptions. Oui. Et pour moi, en fait, finalement, le proxénétisme, il sert à ça, en fait. Il sert à nous isoler socialement et à nous exceptionnaliser comme des gens, comme un monde à part, en fait. Oui, et puis dans la réalité, les proprios, ils sont pas en mode ah non, enfin bon, la plupart refuseront de louer, mais il y a aussi tous ceux qui, enfin presque des marchands de sommeil qui louent des appartes miteux et qui font doubler, tripler, quadrupler parfois le loyer quand ils savent que la personne c'est son activité, sous menace de ah on peut me dénoncer, mais surtout je peux te dénoncer. Enfin c'est voilà. Donc en fait cette notion de proxénétisme, elle finit par enfermer les personnes qui exercent cette activité. Elles sont en proie à littéralement de l'escroquerie en fait. C'est effectivement les effets pervers de toute forme de prohibition et de ces définitions-là qui en fait créent ce qu'elles prétendent combattre. Parce qu'effectivement, tu te retrouves avec un marché parallèle ou un marché noir où on te fait payer. Après, moi, je sais pas, parce qu'on dit toujours ça crée ce que ça prétend combattre. Moi, je suis pas certaine que l'objectif de la loi française soit de combattre l'exploitation. Je pense que l'objectif de la loi française, c'est de combattre la prostitution. Et là, je dis prostitution et pas travail sexuel, parce qu'on est quand même sur un secteur d'activité spécifique dans la diversité des activités du travail sexuel. L'objectif de la loi française, c'est de lutter contre la prostitution, quel qu'en soit le prix. Et si ça implique d'exposer à l'exploitation une forme d'exploitation, consentie ou non, sans rentrer dans le débat, mais une forme d'exploitation, c'est-à-dire ce dont tu parlais, des profits excessifs par les propriétaires, c'est pas ça le souci. Parce que c'est aussi une manière de dissuader les personnes d'exercer la prostitution. C'est-à-dire en dégradant considérablement les conditions d'exercice des travailleuses du sexe, tu vises aussi à les en dissuader. Oui. Donc, si ça doit passer par l'exploitation, ça passera par l'exploitation, parce que de toute façon, le but ultime, c'est qu'il n'y ait plus de prostitution. Et ça, c'est quand même assez clair dans les textes, parce qu'il y a des textes de lutte contre l'exploitation, quel que soit le secteur d'activité. Et puis, il y a ces textes d'exception de lutte contre la prostitution. Oui, donc, je pense que ça amène aussi, du coup, là on va arriver sur deux coups qui est contre, qui sont les abolitionnistes, prohibitionnistes, bref, on va un peu préciser ces termes. Et parce qu'il y a vraiment, on voit qu'il y a une construction du problème de la prostitution qui se fait quel que soit quelles que soient les réalités de l'exercice, quelle que soit la réalité de l'exploitation. Pourquoi pourquoi il y a cette spécialité justement du sexe? Mais c'est là où, moi je pense que tu as raison sur le fait que les gens qui connaissent le système et qui le pratiquent dans le rapport judiciaire et policier, je pense qu'il y a une forme de cynisme et ils savent très bien qu'en fait ils exposent aux violences et à l'exploitation et peut-être qu'ils s'en foutent et tout ça. Mais je pense que les législateurs, quand ils essayent de vendre leur loi ou de la présenter, ou voir peut-être certains qui croient vraiment dans leur propre mensonge, vont toujours le présenter comme c'est pour lutter contre l'exploitation, c'est pour lutter contre la traite, c'est pour protéger les mineurs. Bon, on voit bien que dans la réalité de la pratique policière et judiciaire, c'est pas vraiment ça, voire c'est très contre-productif. Donc on voit bien que non, il y a quand même un problème. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens dans l'opinion publique qui connaissent rien et comme il y a ces amalgames et cette confusion qui est entretenue volontairement, je pense qu'il y a des gens qui sincèrement croient que c'est bien de punir. L'idée qu'il n'y a pas de prostitution sans un proxénète derrière, donc toute personne... De toute façon, c'est toute la construction de ce narratif, et qui est effectivement, l'objectif, c'est de lutter contre la prostitution comme but ultime, parce que lutter contre la prostitution permettra de lutter contre la traite. Et c'est cet amalgame entre traite et prostitution, et il n'y a pas de prostitution sans traite, il n'y a pas de traite sans prostitution, on ne sait plus très bien dans quel sens, mais du coup c'est cause-conséquence, et donc on va lutter contre la prostitution parce que ça nous permettra de lutter contre la traite. Donc bien sûr, moi je ne mets pas en cause le fait que beaucoup de gens ont des intentions pures sur le sujet. Du moins humanitaire. Néanmoins, après, c'est aussi toute la question de qu'est-ce qu'on entend sur la question de la traite et la question de l'exploitation. Parce qu'en soi, la question de la traite, c'est quelque chose d'extrêmement large qui fait que le simple fait de faire, c'est un but, un moyen, donc le fait de faire travailler quelqu'un dans le but de, alors là en l'occurrence, la faire vendre des services sexuels indépendamment
parce que c'est ça aussi, hein, les questions de définition de la traite, ça pose tout autant de questions, indépendamment du consentement. Ouais. C'est-à-dire qu'on est toujours là dans des infractions qui ne prennent pas en considération le consentement des personnes concernées. Et c'est ce qui est un petit peu particulier quand même pour permettre de caractériser l'infraction. Bah, qui est un truc qu'on trouve aussi beaucoup dans les milieux féministes anti-prostitution, qui ont cette construction un petit peu déjà une construction normative déjà de ce à quoi peuvent consentir les femmes, et dire que donc c'est le fameux slogan la prostitution est un viol, et en fait de l'idée que toute femme normalement constituée ne pourrait pas consentir à ça, donc, et en fait il y a une production de discours par-dessus en fait les personnes concernées qui est faite là-dessus. C'est un exemple qu'on a là, mais aussi un exemple qu'on peut retrouver dans une vision plus patriarcale de toute femme respectable ne s'abaisserait pas à ça. Donc on a cette même ligne un peu de la respectabilité qui... ça c'est le truc moral, mais juste pour que les gens comprennent bien la situation en France, parce que je pense que en gros actuellement, vous me corrigez, hein, la disposition législative, c'est on va punir le client, et les personnes qui veulent faire ce métier peuvent exercer, mais elles sont complètement coincées par la notion de proxénétisme. Et en s'attaquant aux clients, on voudrait finalement éradiquer le phénomène parce que les clients auraient trop peur d'aller contacter une personne qui exerce ce métier. Et finalement, l'effet pervers que ça a, c'est que ça donne un pouvoir au client qui, lui, se présente comme prenant des risques. Donc déjà, il y en a beaucoup moins. Ils peuvent négocier les prix, ils peuvent commencer à négocier beaucoup plus les prestations. Parce que en fait, ils jouent sur la peur de la personne qui exerce ce travail de ne pas réussir tout simplement à obtenir suffisamment d'argent parce que ça se raréfie. Et vu que ça se raréfie, en fait, plus le client se raréfie, plus le client est roi. C'est horrible à dire, surtout dans ce truc-là, mais voilà. Enfin, je sais pas. Ça me passe correct. Si, mais oui, tout à fait. Je veux dire, depuis 2016, il n'y a plus de pénalisation directe nationale. Au niveau national des travailleuses du sexe, puisque la pénalisation du racolage public a été abrogée en 2016 par la fameuse loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, et qui instaure la pénalisation des clients avec tout l'argumentaire qui est que personne ne saurait consentir à ça, qu'il y a toujours une forme de contrainte, qu'elle soit du fait du proxénète, mais avec des notions extrêmement extensives et étonnantes de la contrainte, puisque ça prend en compte, par exemple, la contrainte économique qui vicierait le consentement. C'est marrant, parce qu'il y a quand même que sur le travail du sexe que la contrainte économique vicie le consentement, et que tous les autres secteurs d'activité, tu peux travailler, tu as besoin de travailler, mais ton consentement, il est OK. Mais dans le travail du sexe, là, non, ton consentement, il n'est pas bon. Mais après, il y a tout un tas d'argumentaires hyper psychologisants sur les violences sexuelles subies dans l'enfance qui conduiraient les personnes à exercer le travail du sexe, etc. Et donc, puisqu'elles ne peuvent pas consentir par définition, parce que soit elles sont contraintes par un proxénète, soit elles sont contraintes économiquement, soit elles sont contraintes du fait de contraintes psychologiques à cause des violences sexuelles dans l'enfance, donc il n'y a pas de consentement, donc ça devient... un viol tarifé, puisque la terminologie des antidroits, c'est celle du viol tarifé. Alors, j'ai juste quand même me permettre de souligner quelque chose, parce que la pénalisation des clients, à laquelle, si ça n'était pas clair, nous nous opposons, est passible, c'est une contravention qui est passible de 3 750 € d'amende. Donc après, moi, je sais pas, je suis pas une militante carcérale, et donc je suis pas pour renforcer les peines. Mais je trouve qu'il y a quand même un certain paradoxe à qualifier le travail du sexe de viol tarifé et se contenter de 3 750 € d'amende, alors que le viol est un crime et qu'il est passible d'au moins 7 ans de réclusion criminelle quand il n'y a pas de circonstances aggravantes. Donc vraiment, je ne suis pas en train de militer pour la prison, mais ça manque un petit peu de cohérence quand si vraiment il y a des personnes qui pensent que c'est un viol tarifé, mais dans ce cas-là, il faut être conséquent et aller jusqu'au bout. Ça fait partie de ces points de discours et de points législatifs où apparaît en creux le fait que c'est pas vraiment ça qui est visé, quoi. Ouais.
effectivement, moi je pense que dans la pratique policière, ce qui est visé, en réalité, ce sont des enjeux financiers et économiques, d'accompagnement de la gentrification et de la spéculation immobilière. Oui. Puisque les policiers ne sont pas des grands féministes depuis 2016. Ils n'ont pas pour but d'aider les prostituées à échapper à l'exploitation, mais par contre, ils se sont rendus compte que c'était un outil beaucoup plus efficace pour chasser des centres urbains les travailleurs du sexe, parce que Oui, là, parce que s'il y a... ça fait longtemps que pour gentrifier un endroit, le premier truc que tu dégages, c'est les travailleuses du sexe. Ouais, et à l'époque du délit de Oui. racolage, on résistait beaucoup plus à la police parce que tu passes une nuit en garde à vue, mais tu peux revenir le lendemain et puis tu compenses au niveau de tes revenus dans le mois, tu arrives à maintenir ton niveau de revenu. Et puis, bon, les travailleurs du sexe ont peut-être moins peur de la police, mais par contre, les clients, eux, ils ont très peur. Et donc, si tu as un tiers ou 2 fois moins de clients qui viennent et que tu as 2 fois moins de revenus, au bout d'un moment, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça va encore le coup que je reste ici si c'est pour ne plus gagner d'argent? Et donc, c'est là où ils arrivent, avec cette pénalisation des clients, à avoir une efficacité dans le nettoyage des rues. Et on l'a vu avec les Jeux Olympiques, où ça a aussi été accompagné avec en plus un plan anti-prostitution sur les appartements. Mais d'où le fait que très souvent, on parle d'appât du gain, on parle d'argent facile pour ce type de métier. C'est pas vrai. Peut-être que ça arrive pour certains et certaines qui ont vraiment la chance de tomber sur des configurations où ça se passe très bien, mais c'est très rare. Et du coup, je sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette notion d'argent facile Il y a toujours des fantasmes sur les revenus qui sont d'ailleurs ironiquement entretenus par les abolitionnistes quand ils disent l'argent de la traite, du proxénétisme, etc. Et en général, ils mélangent avec plein de secteurs économiques, y compris le porno, et qui n'ont rien à voir avec le travail plus artisanal, on va dire, du travail de rue. Bon. Mais je sais pas, je pense que les gens, en plus, ils ont l'idée de peut-être la prestation à l'heure de l'escorte qui va demander 200 €, mais ils voient pas que derrière, tu as les 25% à donner à l'URSSAF, que en fait, sur l'heure avec le client, en fait, en amont, il y a tout un travail administratif, il y a tout un travail de recherche. publicité, enfin, il y a, et qu'en fait, non, c'est pas pour 1 heure avec un client, en fait, il y a aussi des heures avant. Enfin, je sais pas, en fait non, aujourd'hui, c'est effectivement plutôt un travail précaire qu'un travail, même s'il y a des gens qui s'en sortent très bien, mais De toute globalement. façon, c'était le but de la loi de 2016, c'était de s'assurer que ça devienne un travail précaire, toujours dans cette même logique de dégrader les conditions d'activité. Et il y a quelques années, on avait eu un rendez-vous avec une conseillère droits des femmes, d'une ministre des droits des femmes, Marlène Schiappa, pour ne pas la nommer à l'époque, et où on mettait en avant à quel point la pénalisation des clients dégradait les conditions de vie et de travail des travailleuses du sexe, et elle avait été tout à fait transparente en nous répondant que le but de la loi n'était certainement pas d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleuses du sexe, c'était qu'elles arrêtent. Oui. Donc, je veux dire, voilà, tout était dit. Le but, c'est de précariser l'activité pour que les personnes arrêtent, puisque comme il n'y a pas d'activité si pire que le travail du sexe, il faut quand même forcer les gens à arrêter. Il y a un truc un peu de circulaire et pas très compréhensible. Qui n'est pas très logique, effectivement. Parce que si c'est un viol tarifé, tu ne devrais pas avoir besoin de dissuader les gens, en fait. Ouais. De nous-mêmes, on devrait comprendre qu'on n'a pas envie de se faire violer. Qui est un truc qu'on trouve beaucoup aussi dans toutes les paniques morales sur la banalisation. Là, récemment, ça a été beaucoup avec comment dire, la prise de connaissance mainstream, on va dire, de plateformes comme OnlyFans et comme Mime, où il y a un petit peu cet effet où, dans les médias, ça a presque parlé d'un vent de désir prostitutionnel chez les jeunes filles, etc., qui sont toujours mal conseillés, toujours influencés par des choses extérieures. Il y avait un petit peu ça à l'époque avec Zaya, et c'est un peu cette idée un peu de l'armorisation de « Ah, elle s'est fait de l'argent facile, et elle ne se reconnaît même pas comme victime, etc. » Il y a aussi une pression qui est mise sur il y a un enjeu à contrôler les filles, quoi. Oui. Il y a un enjeu à contrôler. Alors, il y a aussi un truc, il y a toujours ce truc autour de l'argent. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, je lisais, c'est un peu mon kink, Prostitution et Société, qui est la revue du mouvement d'Uni.
Et à chaque fois, il y avait toujours qu'un mouvement abolitionniste, anti-prostitution, etc. Voilà, c'est un des mouvements historiques en France. Et il y a toujours ce témoignage qui était à peu près toujours le même. Enfin, je veux dire, c'est des travailleuses du sexe différentes à chaque fois, mais c'était toujours le même témoignage de... ah oui, je gagnais beaucoup d'argent facilement, et après j'allais le dépenser très vite, car cet argent me brûlait les doigts. Et c'est aussi, enfin c'est toujours aussi dans cette logique de dégoûter les personnes et de démontrer que c'est insupportable parce que c'est de l'argent facile, donc c'est de l'argent mauvais, donc tu vas aller le dépenser très rapidement parce que voilà, enfin c'est cette logique-là. Puis on invoque souvent la vénalité des filles qui se mettent à faire ça et moi, je pense qu'il y a la morale cato-dunie sur l'argent, mais il y a aussi effectivement une forme de classisme sur le fait que cette potentielle transgression de classe, sur le fait que des personnes des classes populaires, migrantes ou autres, arrivent à avoir des revenus un peu plus importants que dans d'autres formes de travail précaires, c'est quelque chose qui est insupportable. Et d'ailleurs, on le voit dans les formes de réinsertion sociale ou de parcours sorti de la prostitution, où non, on va vous remettre sur le droit chemin, qui en gros veut dire travail de nettoyage, domestique, etc. Donc on voit bien ce qu'ils veulent dire par là de ça c'est pas un travail, mais ça c'est digne pour toi, mais ça c'est pas digne. Mais aussi surtout là tu parlais de la campagne du gouvernement contre la prostitution des mineurs, donc en parlant de l'effet Zaya Dehar, qui est une actrice qui a une ancienne escorte et du coup qui est perçue comme glamourisant la prostitution parce qu'elle n'est pas dans le repentir et elle n'est pas dans la victimité. Ce qui suffit juste à dire tu encourages, etc. Alors qu'en fait, elle n'a rien encouragé, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que derrière ça, il y a aussi une forme de classisme et de racisme parce qu'on vise ces jeunes femmes en disant ce que vous faites, c'est mal. Vous voulez vous acheter vos sacs ou vos iPhones et machin, c'est du désir mercantile ou je sais pas, cupide, j'en sais rien, c'est mal. Vous devriez accepter la frustration de la pauvreté parce que c'est ça votre condition. Et puis derrière, en fait, on n'interroge jamais les responsabilités de l'État sur les vrais problèmes. Parce que oui, effectivement, il y a un vrai problème d'exploitation des mineurs, il y a un vrai problème de traite, mais c'est toujours la faute de ces travailleurs et travailleuses du sexe qui, soi-disant, donneraient une image glamourisante et qui inciteraient les jeunes. Mais par contre, les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance qui sont notoires, le fait qu'on parque les jeunes dans des chambres d'hôtel au lieu d'avoir un accompagnement correct, sur la traite, le fait qu'il n'y ait toujours pas de mécanisme indépendant d'identification des victimes, qu'il n'y ait pas de garantie de droit au séjour, ou d'accès au logement. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites pour protéger les victimes d'exploitation, mais l'État se déresponsabilise en disant, en fait, le problème, c'est pas nous, c'est ces gamines qui sont naïves et cupides et qui veulent s'acheter des choses qu'elles ne devraient pas devoir s'acheter. Et en fait, tout est inversé, quoi. Oui, Donc, c'est de la morale très individuelle. Et puis souvent, ces discours, bon, après, peut-être du côté des communistes abolitionnistes, ils sont peut-être moins bêtes là-dessus. Mais très souvent, ce discours moral, il est totalement décorrélé de l'inflation, de la crise Covid, qui a mis beaucoup de filles et beaucoup d'étudiants aussi dans ces tafs-là pour essayer de survivre. Et d'un coup, c'est « Oh, miracle, il y a une épidémie », tout ça, c'est jamais corrélé. Ça me fait penser à l'occasion de la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, là, le 24 novembre dernier. Je crois que c'était les jeunes communistes, enfin l'UEJC, je crois, qui a fait toute sa campagne contre la prostitution étudiante. Alors bon, c'est génial, si vous voulez parler de précarité, etc. Parlez de précarité. Si même vous considérez que du coup, et d'ailleurs même que ça peut être le cas, que ça peut être une conséquence, identifier les... Mais il y a toujours en fait une priorisation là-dessus, en fait. Oui, parce qu'en fait, leur objectif, c'est d'utiliser la prostitution comme source de dégoût pour dire, regardez, alors qu'en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça pour lutter contre la précarité étudiante ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, inclure les travailleurs du sexe dans ces campagnes-là ? Et on aurait quand même beaucoup de choses à dire, je pense, mais tout comme plein d'autres jobs étudiants. Et peut-être que, du coup, la question, ce serait c'est quoi le précariat aujourd'hui ? Comment les gens s'organisent dans des industries qui sont décontractualisées ? Comment tu fais face au stigma, etc. Enfin bon, en fait, en réalité, on est en train d'exclure des luttes et de la classe ouvrière, une partie de cette classe ouvrière, sous prétexte qu'on utilise notre sexe, mais en réalité, moi, je vois pas en quoi on rend service aux étudiants en étant juste en plus d'un truc de surface morale. Et là, en plus, c'est vraiment juste faire une campagne un peu médiatique pour faire parler de soi. Au moment des européennes aussi, je crois qu'ils avaient fait ça. Bon, mais
Enfin, bon, moi, je trouve ça triste pour le Parti communiste aujourd'hui, mais bon. Après, il y a toujours eu cette il y a vision-là beaucoup de du choses à dire. lumpenprolétariat, Oui. toujours une méfiance vis-à-vis de la précarité, de la marginalité en règle générale. Mais c'est vrai que ça signe aussi un appauvrissement en fait de la réflexion Mais politique, c'est parce ça, que, comme oui. tu le dis, ça touche à des notions beaucoup plus larges. Je ne sais pas si on va aller tout de suite sur la question de la traite, mais on commence à y venir justement. Mais typiquement, il y a une question sur les frontières, que la fermeture des frontières est une des premières causes justement de la traite, quoi. Mais justement, je pense que ça peut nous amener. Mais Bah, juste, moi, ouais, sur, vas-y. sur le truc de lumpen, en fait, c'est juste pour rappeler aux gens, parce que en vrai, tout le monde le sait peut-être pas forcément, mais c'est vraiment cette catégorie des gens qui généralement partent de pauvres, enfin, je la connais mal, mais et qui emploient des méthodes de l'ordre du vice, du marché noir, de la mafia et tout ça pour monter. Et en fait, ils sont rejetés par la pensée marxiste. Ouais. C'est parce que on estime que par ce biais-là, ils vont être bien plus à même d'être des contre-révolutionnaires parce que l'ordre établi garantit C'est ça. leur Et petit parce marché. que dépendant en fait de la bourgeoisie, et donc en Voilà, fait dans ouais. l'idée en effet beaucoup de marxistes on va dire, c'est l'idée que c'est une classe qui au moment de la révolution se mettra du côté des patrons parce qu'ils en ont trop besoin pour leur intérêt immédiat économique, parce qu'ils sont tellement dans la dèche que ils vont préférer demander de l'aide aux bourgeois plutôt que faire la révolution avec nous. Globalement, c'est un peu ça l'idée, quoi. Je pense qu'il y a ça sur l'aspect, effectivement, monde de la criminalité, mais je pense qu'il y a aussi un peu une morale anti-sexe Ouais. ou une logique productiviste qui fait que le sujet révolutionnaire, c'est l'ouvrier qui est capable de retirer sa force de travail et donc de faire tomber le système capitaliste, alors que les travailleurs du sexe, qui sont des métiers de service, ou qui ne sont pas dans un productivisme direct, on va dire, là, on ne perçoit pas comme des sujets révolutionnaires. Et en fait, il y a toute une critique féministe, des féministes du Caire ou des féministes matérialistes quand même là-dessus. Et c'est là où on se dit que c'est bizarre qu'on n'ait toujours pas progressé. Les gens n'ont pas lu Silvia Federici, je ne sais pas. Mais Alors que tu me parlais tout à l'heure de l'anecdote du Wyoming, où c'est des filles qui, en grande majorité des travailleuses du sexe dans cet état, ont obtenu le droit de vote en première, je pense. C'est quoi le Wyoming, c'est donc un état des États-Unis dans le Far West, qui est la première juridiction du monde à obtenir le droit de vote pour les femmes. Et c'est parce que des travailleurs du sexe, avec aussi les maquerelles, il n'y avait pas que aussi, on va dire, des mauvaises personnes, si on veut, en termes d'exploitation, mais qui, comme c'était les rares femmes de cet état à ce moment-là, ont un peu sous la menace d'une forme de grève du sexe obtenu le fait qu'elles ont été les premières femmes à avoir le droit de vote sur la planète. Donc les travailleurs du sexe ont aussi apporté des choses aux luttes féministes, ce qui est complètement effacé dans l'histoire ou des luttes ou dans la pensée des luttes. Mais par exemple, même le 8 mars, qui vient de la marche des femmes de Pétrograd en 1917, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, plus de la moitié des femmes de Pétrograd étaient travailleuses du sexe parce qu'il y avait une pauvreté telle qu'elles avaient recours à la prostitution. Mais ça, personne ne va dire que ces femmes-là, ou comme les femmes du peuple de Paris qui vont aller chercher le roi Versailles, dans le tas, je pense qu'il n'y avait pas que des blanchisseuses ou des femmes... je pense qu'il y avait aussi beaucoup de femmes prostituées. Mais tout ça, à chaque fois, c'est effacé. Ou les femmes de 1871 qui vont prévenir le peuple de Paris qu'il y a les Versaillais qui arrivent à 4h, à 5h du matin. C'est qui ces femmes qui, à 4h, 5h du matin, sont dans les rues de Paris et qui, à Montmartre, voient des gens qui essayent de prendre les canons. Enfin, tu vois, à un moment donné, il y a toujours un effacement, alors que les putes ont toujours fait partie de la classe ouvrière et des luttes. Et je pense, à mon avis, parmi les gens qui ont été celles qui ont plus lutté. Peut-être je idéalise un peu, mais... mais ça me fait penser aussi à l'effacement historique dans les luttes LGBTI. Oui, bien sûr. Où il y a un truc, il y a toute la lutte mémorielle autour des émeutes de Stonewall, où en fait, à force de tout centrer sur qu'est-ce qui s'est passé dans le bar précisément, parce que oui, le bar parfois il était un peu trop cher pour certaines personnes, mais en fait les émeutes elles ont eu lieu dans tout le quartier, et toutes les meufs qui sont ramenées des docks, du parc, etc. Et ça a été une émeute de classe, d'un quartier, de race, etc. Et avec des travailleurs du sexe en premier qui sont faites les premiers à se faire tège au moment d'organiser. Ça, je pense que c'est un très bon exemple. Et en fait, il n'y a pas eu que Stonewall. En fait, des Stonewall, il y en a eu plein avant Stonewall. Cafétéria, Compton Riots à San Francisco. Mais à San Francisco, même, c'était notamment des travailleurs du sexe. Si tu lis Alain Corbin sur justement l'histoire du réglementarisme, où il y a des révoltes de prostituées,
pendant tout le 19e siècle, tout le 18e siècle, parce que alors avant la police, c'était quoi, les gardes royaux, je ne sais plus comment on les appelait, mais qui arrivaient, qui faisaient des rafles, qui les mettaient dans les charrettes, etc. Et en fait, il y avait des révoltes de prostituées dans les prisons, mais même dans la rue, pour protester les arrestations ou autres. Et en fait, ça a toujours existé. Mais en fait, c'est vrai que les gens qui sont dans la rue, qui sont en contact direct avec la police, ça va être les plus susceptibles de résister et de se battre avec la police. Ça, c'est quelque chose qui est oublié, qui est effacé. Mais en fait, beaucoup des résistances et des luttes, elles commencent de là, en fait. Donc, c'est pas, effectivement, c'est pas les gays bourgeois qui étaient dans leur appartement, qui étaient menacés par la police. Donc là, c'est sur un exemple précis de comment les luttes LGBT se sont émancipées par rapport à la répression policière. Mais c'est vrai sur plein d'autres sujets, je pense. Ouais. Mais oui, si ce n'est même à l'époque de Stonewall, il y avait déjà tout un tas d'homosexuels qui étaient pour la respectabilité. Ils étaient, oh, la police a désolidarisés. Hein, oui, la police a raison de faire ça. Nous, on fait ça dans notre appart. Vous avez qu'à être discret, quoi. Enfin, mais parce que du coup, ça nous amène, parce que tout ça a amené aussi à la construction d'une structure du militantisme, que ce soit le militantisme de gauche, syndical, associatif, etc., assez largement plutôt abolitionniste, anti-prostitution, etc. Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une nouvelle génération qui est un petit peu plus au fait des réalités. Je sais pas, peut-être que je parle pour certaines personnes dans le chat ici, qui sont peut-être plus au fait de tout ça. Et c'est quoi un petit peu, à quoi ça ressemble aujourd'hui? On a parlé du PCF, on a parlé du mouvement d'Uni. Ça ressemble à quoi un petit peu les rapports de force aujourd'hui? Parce que je sais que pendant très longtemps, le Stras se faisait dégager des manifs, encore jusqu'à récemment. En gros, qui sont les abolos? Et où est-ce que ça bouge? Des noms, des adresses, là. Comme ça, on vient avec des fourchettes. Heureusement, ça a bien changé, effectivement. Et maintenant, ça fait un petit moment que je pense que dans les luttes féministes, en tout cas aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt du côté majoritaire aujourd'hui, puisque nous toutes, le planning familial, la coordination féministe, beaucoup maintenant sont pro-droit et défendre les droits des travailleurs du sexe. Sur la gauche en général, je pense qu'il y a beaucoup plus de travail. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a une position historique qui est effectivement le fait de vouloir l'abolition sans forcément comprendre ce que ça signifie et ce que ça signifiait à l'époque, à l'origine. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'abolitionnisme, effectivement, c'est plutôt une pensée émancipatrice qui a une troisième voie contre la réglementation coercitive des maisons closes, qui était un système d'enfermement, d'encartage, dépistage obligatoire, carte professionnelle, enfin plein de choses de contrôle et de coercition, et contre la prohibition qui était punitif, etc. Donc, jusque dans les années 70, le mouvement des prostituées était lui-même abolitionniste. Ça a changé parce qu'à un moment donné, on a voulu aussi parler de travail, qu'il y a aussi l'épidémie de sida qui a fait qu'à un moment donné, il fallait faire de la réduction des risques, qu'il fallait aussi du coup aider à la prostitution, donc bousculer ces définitions du proxénétisme pour faire de la réduction des risques. Et donc là, il y a un petit, on va dire, une exception à l'exception qui a été faite pour pouvoir répondre à une épidémie. Mais bon, en soi, oui, le problème, c'est que la gauche n'a toujours pas est restée sur le XXe siècle. Et ne travaille pas le sujet, en fait. Donc, le fait de ne pas réussir à voir que le modèle nordique d'aujourd'hui de pénalisation des clients est davantage issu de l'hygiénisme social suédois que de l'abolitionnisme originel français, qui, en fait, n'a jamais été pour la pénalisation des clients et que ça arrivait qu'en 2006. Oui, parce que tout à l'heure, je te demandais, il y a abolitionnisme et il y a néo-abolitionnisme. Et le néo-abolitionnisme, c'est ce qu'on appelle l'abolitionnisme des pays du Nord, le modèle suédois. Là-dessus, je pense qu'il y a un peu débat. Il n'y a pas de définition officielle. Par exemple, moi, je parle d'abolitionnisme originel sur l'abolitionnisme de la réglementation que vient d'évoquer Thierry. Et le néo-abolitionnisme était déjà celui qui se présentait comme visant à l'abolition de la prostitution, qui était vraiment le slogan du mouvement d'Uni au moment de sa création en 1946. L'esclavage a été aboli et la prostitution. Donc dans cette logique-là. Et après, il y a encore une évolution qui est à partir notamment de 1999 en Suède, où il y a l'introduction de la pénalisation des clients.
mais qui n'a pas été suivi tout de suite en France. En France, c'est vraiment à partir de 2006 et la panique morale autour des événements sportifs qu'il y a eu l'adoption de cette idée de pénalisation des clients. Est-ce que tu peux revenir sur cette panique morale justement? Ah oui, justement, c'est assez drôle même. Après, Thierry en parlera mieux que moi, mais c'est en gros, en 2006, c'était la Coupe du Monde en Allemagne. Hein. Et il y a eu toute une infox, comme ça qu'on dit, sur le fait que la Coupe du Monde allait générer un afflux massif de 40 000 prostituées en Allemagne pour répondre aux besoins des supporters qui allaient venir à l'occasion de la Coupe du Monde. Et ce nombre de 40 000, c'est un nombre qu'on a retrouvé pendant de nombreuses années, parce qu'on l'a retrouvé en 2010, c'était en Afrique du Sud, je crois, la Coupe du Monde. Il y a eu entre-temps des JO, je ne sais plus où. Et, dès qu'il y a un événement sportif, ça déplace 40 000 filles. Bah oui, mais là c'est bien connu. Pendant les JO, il y avait 3 pipes par rue au moins. Maintenant, ils ont arrêté d'employer le 40 000 parce que ça faisait plus très sérieux. Mais il y a toujours cette idée d'un afflux massif. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu un aggiornamento dans l'abolitionnisme français en faveur de la pénalisation des clients. Alors qu'historiquement, c'était pas le positionnement du mouvement d'Uni qui était même plutôt opposé à ça. Ok. Oui, et du coup, c'est là où justement cette espèce de loi de l'offre et de la demande se met un peu en place dans l'imaginaire collectif, où du coup, en fait, il y a de alors, on disait tout à l'heure, il n'y a pas de prostituée sans proxénète, et maintenant, s'il n'y a pas de prostituée sans client, du coup, il suffit d'assécher la demande et l'offre disparaîtra toute seule. C'est ça qui est intéressant, mais c'est ça qui est intéressant aussi sur le fait que la gauche ne travaille pas le sujet. Mais c'est aussi ce qu'a réussi à faire le mouvement anti-droit des travailleuses du sexe, c'est de piéger le discours. De piéger le discours sur un pour ou contre la prostitution. Qui est assez étonnant. Il n'y a aucun autre secteur d'activité dans lequel on est pour ou contre. Enfin, je veux dire, on n'est pas pour ou contre le travail, mais il n'y a pas d'autres secteurs d'activité dans lesquels on est pour ou contre certaines activités. Je crois que dans les luttes écolo, quand ça parle de secteurs polluants, ça piège aussi le discours là-dedans, en mode du coup vous êtes contre la métallurgie, vous êtes contre les... mais c'est un vrai danger, parce que du coup ça empêche de penser les choses de manière très simple, parce que c'est vraiment très simple, qui est à un moment donné l'enjeu, c'est qu'il y a des personnes qui exercent le travail du sexe et qui ont besoin d'avoir accès aux droits. Et que toutes les formes de lutte contre le travail sexuel sont des obstacles à l'accès aux droits pour les travailleuses du sexe. Après, si on veut débattre sur le fond, sur le fait que la prostitution, ça serait mal, très bien. Mais dans ce cas-là, il faut revenir sur les questions de précarité, sur ce qu'évoquait Thierry tout à l'heure, de dysfonctionnement majeur de l'aide sociale à l'enfance, qui sont connus de tous. Mais quand on parle de travail du sexe, il faut le cacher. Là, on ne peut plus en parler. Sur le reste, on peut commencer très vaguement à en parler. Sur les questions de la traite, je veux dire, c'est pas le travail sexuel qui génère à un moment donné de la traite. C'est quand tu as une fermeture des frontières massive, les gens doivent payer pour arriver en Europe. Et pour arriver en Europe, dans ce cas-là, ils doivent s'endetter. Et ça ne se cantonne pas au travail du sexe. Je veux dire, n'importe quel exilé doit payer et arrive généralement en Europe avec une dette à rembourser et qui doit travailler. C'est pour ça qu'il y a une surreprésentation aussi de l'exploitation chez les exilés, parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour, parce qu'en plus, ils ont une dette à payer pour le passage. Donc, on parle de la précarité étudiante. Enfin, je veux dire, tu veux lutter contre ça, tu t'interroges sur la question de la précarité étudiante. Il y a tout un tas de causes, alors, du travail sexuel ou du travail, je ne sais pas très bien, parce qu'au fond, c'est valable quand même pour beaucoup de secteurs d'activité. C'est le cas dans l'agriculture, c'est le cas dans le BTP. Mais ça, c'est dans les secteurs d'exploitation, mais même je veux dire, n'importe quel boulot, en fait, la cause, quand même, c'est parce que t'as besoin de bouffer. C'est t'as besoin de gagner de l'argent. Je sais pas. Moi, en plus, je suis toujours un petit peu étonnée parce que je comprends pas très bien qui sont ces gens qui pensent
le travail comme un truc exclusivement cool et penser autrement que parce que de toute façon, tu as besoin de travailler et de gagner de l'argent pour vivre. Mais Oui, puis il y a un truc très idéaliste dans les rapports sexuels romantiques entre les gens, dans le sens où, enfin, je veux dire, ok, la prostitution, on peut la définir, mais qu'est-ce qu'on dit d'une fille qui s'aperçoit que michto, c'est quand même pas mal? Qu'est-ce qu'on dit d'une fille qui va essayer de se trouver un mari? Elle l'aime peut-être pas forcément, mais il a des thunes. Qu'est-ce qu'on dit de... Enfin, alors moi, michto, un jour, je discutais avec des acteurs de la prévention spécialisée et qui m'ont expliqué que les jeunes femmes, jeunes filles qui michetonnaient, elles occultaient la réalité et qu'il fallait les convaincre qu'en fait c'était de la prostitution, parce que si elles comprenaient que c'était de la prostitution, ça serait vraiment horrible. Ok. Oui, stigmate pour les convaincre d'arrêter. Tu trouveras toujours des gens qui étendront les définitions par rapport à leur propre vision et leur vision du sexe, leur vision du travail, ou bon, leur morale et tout. Mais ce qui m'intéresse là dans ce qu'on est en train de se dire, c'est que la gauche, pour laquelle on a des attentes, et on se dit qu'il devrait avoir une analyse matérialiste, effectivement, ils sont là, sur ce sujet-là, sur une vision complètement idéaliste. Et avec des représentations même mensongères, de faux chiffres, d'amalgames, etc., pour justifier une politique pour laquelle ils ne sont même pas capables d'évaluer les impacts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi pas être abolitionniste si tu penses qu'effectivement la prostitution c'est horrible et machin, mais à un moment donné, si tu te rends compte que la politique que tu mènes n'abolit rien du tout, que l'industrie du sexe, elle est plus florissante que jamais, que le problème de la traite, d'exploitation des mineurs, etc., ça continue d'augmenter, voire d'exploser, peut-être qu'il faut se poser des questions aussi sur c'est quoi l'efficacité de cette politique. Et quand tu as des gens qui sont quand même le mouvement des travailleurs du sexe qui existe depuis au moins 50 ans, que pareil, on essaye d'invisibiliser, d'effacer, mais qui essayent d'apporter des analyses concrètes sur c'est quoi les conditions matérielles d'existence, de travail, etc., et qui vont donner les vraies causes qui sont la pauvreté, qui sont les conditions de la migration aujourd'hui, qui sont la question de la précarité étudiante, qui sont les discriminations LGBT, sexistes, etc. Enfin, on peut faire la liste, hein, je veux dire, elle est... Et en fait, mais au lieu de s'attaquer à ça, on va dire, ah ben non, c'est la demande des clients. Mais en fait, à un moment donné, la demande des clients... Enfin, je veux dire, moi, je trouve qu'on est dans une sorte d'absurdité, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'on va dire il faut criminaliser l'achat de tomates parce qu'il y a des agriculteurs dans le sud de l'Espagne qui sont forcés à ramasser des tomates et il y a un problème de traite des êtres humains. Non, en fait, à un moment donné, c'est non, la traite des êtres humains, ça existe pourquoi et c'est quoi les problèmes? Et effectivement, il y a une main-d'œuvre sans papier qui est très exposée parce que les gens n'ont aucun recours quand. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans l'industrie du sexe. En fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, à un moment donné, c'est. Les outils développés par les mouvements des travailleurs pour lutter contre l'exploitation depuis le 19e siècle, voire avant, c'est ce qui a été le plus efficace pour faire reculer ces problèmes-là. Alors, moi, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut regarder, quoi. Et quitte à ce qu'à un moment donné aussi, peut-être que on puisse aussi... Ça n'empêche pas d'aider les gens qui veulent arrêter le travail sexuel en essayant de lutter sur les contraintes. Ouais, parce que là, typiquement... À l'heure actuelle, ce qui est proposé pour s'émanciper de la prostitution, donc c'est les fameux parcours de sortie de la prostitution. Est-ce qu'on peut revenir, parce que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais revenir un peu sur c'est quoi les modalités déjà, comment est-ce qu'on devient éligible à ça, quelle thune touche, et enfin c'est quoi exactement ces trucs-là qui nous sont toujours présentés comme, parce que très souvent c'est en mode oui vous avez raison, il faut revaloriser les parcours de sortie, mais concrètement c'est quoi? Pour moi, en fait, on est dans un héritage religieux qui est celui des maisons Marie-Madeleine de l'Église au Moyen-Âge. Et on a républicanisé et laïcisé le concept, mais pour moi, on est dans la même chose. C'est-à-dire que les femmes déchues sont pardonnées par le Christ, elles font des travails ménagers au profit de l'Église et donc elles sont repenties, ou par le mariage, parce que ça a été longtemps aussi une forme de réinsertion sociale. Heureusement, aujourd'hui, on ne propose plus ça. Mais globalement, la différence, c'est que c'est plus obligatoire, au sens où les femmes ne sont plus raflées dans les rues pour les forcer à faire du travail domestique. Mais par contre, il y a quand même une forme de chantage et de contrainte, qui est quand même le chantage au papier. Bon... On peut même pas dire de sortie de la précarité, parce que même si là ils ont augmenté l'allocation à peu près au niveau du RSA, on peut pas dire que le RSA ce soit formidable non plus en termes de montant de ça reste toujours 2 fois inférieur au seuil de pauvreté en France. Voilà.
avec des critères tels que... et là, c'est le rapport de la Fédération des acteurs de la solidarité, hein, qui sont majoritairement abolitionnistes, donc je prends même des sources des gens qui défendent ça, qui eux-mêmes sont très critiques, parce que effectivement, il y a des critères tels que pratiquement plus de la moitié des dossiers sont refusés, aussi parce qu'il y a une contradiction avec les politiques antimigratoires qui font que les préfectures, dans les commissions départementales, vont dire non, on ne veut pas donner des papiers, alors même qu'on parle que d'APS de 6 mois. Hein, mais peut-être qu'il faut repréciser les critères du parcours de sortie de prostitution. Ouais. Puisque pour rentrer dans un parcours de sortie de prostitution, il faut que le dossier soit instruit par une association agréée. L'agrément ne peut être obtenu que par les associations qui produisent une résolution d'assemblée générale disant qu'elles luttent contre la prostitution. Ce qui déjà est une première démarche politique pour empêcher toutes les associations pro-droit, qu'elles soient communautaires ou alliées, de se positionner. Il y a quelques assos communautaires quand même qui se sont positionnés et qui ont trouvé des formulations adéquates qui leur ont permis d'obtenir l'agrément sans renier leur positionnement. Ensuite, une fois que l'association monte le dossier, ça va être présenté devant une commission départementale qui va émettre un avis que le préfet suivra ou non. C'est pas obligatoire. Okay. Le préfet fait bien ce qu'il veut derrière d'accorder l'entrée dans le parcours de sortie. Ok, donc in fine, c'est les préfets qui... C'est totalement les préfets. Donc du coup, une fois que tu es dans un parcours de sortie, c'est une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, renouvelable 3 fois, donc jusqu'à 24 mois de séjour. Il faut quand même repréciser, une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, c'est un obstacle à l'entrée dans une formation, à l'accès à un logement social, puisqu'on te demande d'avoir des titres de séjour d'au moins 1 an. Donc ça veut dire que pour tout ce qui va être de la réinsertion sociale, selon leur terminologie, de la réorientation de carrière, nous on appelle ça de la réorientation de carrière, il y en a c'est quand même voué à l'échec. Et donc avec une allocation maintenant qui a été revalorisée au niveau du RSA, qui est donc autour de 600-650 euros par mois pour une personne seule. Il n'y a pas de cours de français pour les personnes. Ça, ce sont les critères officiels. Et avec, bien évidemment, une obligation d'arrêter complètement l'exercice du travail sexuel. Auparavant, ce qui était la première logique de ce parcours de sortie, c'était que les personnes devaient avoir arrêté la prostitution en amont de l'intégration dans le parcours de sortie. Suffisamment longtemps avant pour montrer leur volonté d'intégrer le parcours de sortie, mais pas trop longtemps, parce que sinon ça voulait dire qu'elle n'en avait plus besoin. Et donc une fois qu'elle... Ça, heureusement, il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui est revenue là-dessus et qui a invalidé ça en disant « Attendez, on ne peut pas quand même demander aux gens de vivre de rien » avant d'entrer dans le parcours de sortie. Et donc, mais ça veut quand même dire qu'il faut qu'elle vive avec cette somme, sans cours de français, sans aucune formation. Et à l'issue des 24 mois, pour la pérennisation de la situation administrative, les préfectures exigent des CDI. Ok. C'est économie. Donc, si elles n'ont pas des CDI, elles n'auront du jour au lendemain plus de titres de séjour. Et sachant qu'en plus, ce sont les critères officiels. Alors, les CDI, ce n'est pas des critères officiels, mais c'est des critères qui sont quand même assez clairement admis. Notamment, nous, on en a parlé avec la MIPROF, la mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes et contre l'exploitation d'autrui. Mais il y a aussi tous les critères qui ne sont pas officieux, des préfectures. Par exemple, la maîtrise de la langue française, d'un niveau A2 lu, écrit, parlé, le fait d'être en capacité de produire un acte de naissance original de son pays d'origine. Par exemple, ça fait qu'il y a énormément de Nigérianes qui ne peuvent pas intégrer les parcours de sortie parce que dans un pays qui a une administration qui dysfonctionne complètement, tu ne peux pas obtenir d'acte de naissance original, donc elles ne peuvent pas rentrer. Le niveau de français, ça fait que les Chinoises, elles ne peuvent pas rentrer. Donc en fait, il n'y a pas grand monde qui peut rentrer. Il y a 1 an, au bout de 7 ans de parcours de sortie de prostitution, tu avais 1240 personnes qui avaient intégré des parcours de sortie.
Oui, c'est 1240. rien, oui. Oui, là, c'est depuis 2016. Mais depuis 2017, parce que c'est rentré en vigueur en 2017. Donc, en 8 parce ans, qu'ils ont bien fait précariser les personnes avec la pénalisation des clients pour qu'elles soient tellement en chien que le parcours de sortie puisse devenir une option. Mais alors, du coup, il n'y a que des Françaises. Non, parce que les Françaises, c'est pas intéressant. Parce que de toute façon, à l'époque, parce que tu as déjà le RSA. C'était éventuellement étrangères. intéressant pour les ressortissantes européennes qui, du coup, pouvaient pas accéder aux minima sociaux et mais qui avaient quand même un statut régulier. Mais du coup, j'imagine que. Nous, on définit le travail du sexe comme un truc assez large, mais pour entrer dans ces parcours de sortie de prostitution, est-ce que ça concerne aussi jusqu'au bout du spectre des personnes qui font juste de la cam ou qui vendent leurs culottes quoi. Non, c'est les personnes qui exercent la prostitution. Ok, donc escorte, internet ou rue. C'est toutes les personnes qui ont des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient visant à satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Ok. Contre de l'argent, bien évidemment. Il y a un autre aspect aussi de ces parcours de sortie dont tu me parlais, c'est l'aspect extrêmement normatif du retour au salariat. C'est-à-dire que les formations qui sont proposées, etc., c'est tu vas devenir, tu vas faire des ménages, agent d'entretien, etc. Mais alors qu'il y a des savoir-faire qui peuvent être valorisés de la prostitution, notamment que ce soit, je sais pas, monter sa petite entreprise, une boutique, un truc comme ça, et en fait que c'est un véritable aussi rappel à l'ordre social, quoi. Tout à fait. Il y a ce que les quelques rares associations qu'on connaît qui ont l'agrément et qui du coup participent aux commissions départementales nous rapportent, c'est que quand elles font valoir la volonté de personnes dans les parcours de sortie de prostitution de faire autre chose que des ménages ou de garder des enfants ou s'occuper des vieux aussi, enfin bref, des métiers du care, notamment monter des entreprises, alors souvent, traiteurs, onglerie, coiffure, on leur rionnait. En fait, très basiquement, on leur rionnait parce que ce n'est pas envisageable, que ce soit du fait d'un défaut de la langue française, mais parce que de toute façon, elles ne peuvent pas être chef d'entreprise, j'imagine, je sais pas, c'est quelque chose, ça qui est pensé, et qu'elles sont assignées clairement à ces métiers, mais auxquels sont assignées très globalement les femmes racisées. C'est pas spécifique à elles, mais justement, on les remet dans cette catégorie d'assignation de genre, de race, de classe. C'est ça que tu dois faire et tu dois rester cette main d'œuvre utile. Pourquoi on est aussi, pourquoi je suis aussi opposé à ce parcours de sortie, c'est parce qu'on voit bien qu'en fait ça sert de justification pour le législateur, pour se faire prévaloir de gens généreux qui font quelque chose pour aider les gens qui veulent arrêter. Alors qu'en réalité, c'est pratiquement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que l'accompagnement social a été réduit uniquement à ce dispositif-là. Alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Le mouvement, elle a toujours revendiqué la régularisation de tous les sans-papiers. En fait, au lieu de donner des papiers à tout le monde, au lieu de lutter contre la pauvreté, au lieu d'avoir des politiques sociales antidiscriminatoires ou d'aider réellement les gens en ayant un accompagnement social performant tel que les associations le faisaient aussi, et en fait, on va couper les subventions des associations parce qu'elles n'ont pas le bon positionnement politique d'abolition de la prostitution. On va enfermer les gens dans ce dispositif qui ne concerne que un peu plus de 1000 personnes sur 8 ans. Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs du sexe. Et à côté de ça, quand il y a une épidémie comme le Covid qui arrive et que les gens, du jour au lendemain, sont obligés d'arrêter le travail sexuel, et donc peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, là, il y a une sortie de la prostitution de fait, tout d'un coup, ce dispositif est inadapté et non efficace. Et quand on demande à ce qu'une partie du budget alloué qui n'est pas dépensé, parce qu'en fait, les objectifs ne sont jamais atteints, évidemment, et qu'on nous dit, non, c'est très compliqué, ce que nous disait Marlène Schiappa, ou qu'elle va dire à la télé que on ne peut pas donner de l'argent comme ça aux prostituées parce qu'après, ils vont le redonner aux proxénètes et qu'il faut contrôler, etc. Du coup, les gens se retrouvent avec rien. Et donc, à un moment donné, c'est ça aussi qui doit interroger. C'est-à-dire qu'on crée une usine à gaz qui sert juste d'outil de communication pour prétendre que la loi fonctionne parce qu'on a aidé 150 ou peut-être maintenant 500 personnes par an au mieux, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui en fait auraient besoin d'un vrai accompagnement social efficace, a fortiori dans des périodes de crise sanitaire comme le Covid, et que en fait, il n'y a pas de protection sociale, il y a des discriminations dans l'accès au logement, il y a plein de choses à faire, y compris pour des gens qui voudraient rester sur leur idéologie abolitionniste. Mais à un moment donné,
soyez cohérents, soyez logiques en fait. Effectivement, oui, il y a des gens qui voudraient arrêter, mais on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a pas de chômage, on n'a pas de retraite, en fait, on n'a rien. Donc, en fait, à un moment donné, c'est ça qui est efficace pour pouvoir arrêter de travailler aussi. C'est les outils qui ont été créés par les travailleurs. C'est ça, oui. Mais après, oui, puis on parlait des migrants, des migrantes et tout ça. Tout simplement, en fait, très souvent, il y a cette image de dire, une fois que le proxénète l'image du proxénète, la fonction du proxénète va être levée, d'un coup, elles vont être libérées, blablabla. En fait, le simple fait qu'elles n'aient pas les papiers font qu'elles ont accès à aucun emploi, quasiment. Bon, qu'est-ce qui reste ? Il reste la prostitution, ou alors, pour les garçons, peut-être on va pouvoir passer par Uber en prenant le profil de quelqu'un. Comme dans la drogue, ou je sais pas, l'économie informelle est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, au bout du compte, c'est vraiment cette question des papiers qui joue, quoi. Il y avait juste, avant qu'on passe, parce que là, on arrive à point nommé justement sur cette question de la traite, j'avais vu passer une question dans le chat, probablement un camarade qui pense au municipal. Est-ce que les collectivités territoriales peuvent prendre cette place, mettre en place des choses, justement... pour garantir des accompagnements, ou c'est juste ce truc association agréée, préfet, et puis basta? Les élus locaux peuvent participer aux commissions départementales sur le parcours de sortie. Après, je ne sais pas si c'est là où ils auront le plus d'impact, mais au moins déjà avoir une vision de ce qui se passe et essayer de voir comment ils peuvent améliorer les choses, même si moi personnellement je pense qu'il faudrait faire autre chose que ce parcours de sortie. Mais après, pour moi, l'enjeu au niveau municipal, c'est déjà d'abroger les arrêtés municipaux. C'est ça, parce que c'est un aspect dont on a beaucoup parlé des lois au niveau national, mais quand on parlait de la gentrification, il y a aussi un autre aspect au niveau municipal dont on n'a pas parlé, c'est les arrêtés municipaux. Sur le racolage non, sur l'interdiction de l'exercice de la prostitution de diverses manières. C'est souvent par des arrêtés interdisant... le stationnement de camionnettes équipées pour l'exercice d'une activité, dans les endroits où les travailleuses du sexe exercent en camionnette. Voilà, mais on ne verbalise jamais les food trucks. Mais ça peut être, comme à Toulouse, par exemple, une pénalisation de l'exercice de la prostitution sur certaines rues de la ville, sur certains horaires. Mais c'est le seul, à peu près le seul arrêté aussi explicite en France, à part peut-être Montpellier. Donc il y a le fait d'abroger ça, et après c'est vrai que Lyon c'est la capitale de la répression en France historiquement à l'encontre des travailleuses du sexe, et donc les territoires sont de plus en plus étendus pour empêcher, pour ce qui est encore une pénalisation directe des travailleuses du sexe. Après les collectivités territoriales, elles n'ont pas la possibilité d'aller en soi à l'encontre d'une politique nationale. Elles ne vont pas pouvoir délivrer des papiers à la place des préfectures, etc. Néanmoins, elles ont quand même des centres communaux d'action sociale, et on pourrait tout à fait envisager qu'elles intègrent dans les prérogatives du centre communal d'action sociale un accompagnement sérieux pour les personnes qui souhaitent arrêter le travail du sexe, donner l'accès à des cours de français pour que les personnes aient accès à plus d'opportunités, et aussi arrêter d'être dans cette logique d'arrêt ou autre. C'est-à-dire que le travail du sexe, il y a quand même aussi beaucoup de travailleuses du sexe qui n'ont pas que cette activité-là, qui ont une diversité d'activités. Complémentaires. Donc du coup, il y a aussi cette réalité-là qu'il convient de prendre en compte. Donc voilà, et donc par tous ces accès-là à des cours de français, à d'autres types de formations et à d'autres formes d'accompagnement social, si les collectivités peuvent prendre leur part tout à fait là-dedans. Et puis après aussi, on ne parle pas aussi de la... facilitation, que ce soit avec les centres municipaux de santé, l'accès général aussi au droit se fait aussi par la facilitation de l'accès à la santé dans une logique non répressive, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'il y a dès qu'on dézoome, en fait, il y a un verrou étatique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en soutien aux assos locales de santé communautaire et en termes d'accompagnement et tout. Et en plus, en général, c'est abolo-compatible. Oui. Puisque, je veux dire, normalement, les abolitionnistes ne devraient pas être contre, voire ils devraient être pour, en fait, ces formes d'accompagnement. Et comme tous les débats sur la pénalisation des clients ou autres, c'est plutôt des politiques nationales,
au niveau municipal, normalement, la gauche devrait quand même faire des choses correctement, quoi. Or, même abroger des arrêtés municipaux, ils sont même pas capables de le faire. Donc, que ce soit à Lyon, à Paris ou ailleurs. Le message est passé pour les camarades. Ça pourrait être une strat. Tu parlais de food truck, c'est un truc genre une baraque à frites, une frite, une frite, une pipe, et ils viennent et il y a un trou et tu sais, ils viennent commander. Genre, ça pourrait marcher. Mais du coup, ouais, donc on a beaucoup brossé un peu tous ces impensés abolitionnistes. On a un petit peu fait allusion beaucoup au sujet de la traite. C'est vrai qu'il y a énormément de mythes qui sont circulés autour de la traite. L'idée dont on a parlé d'importation massive de personnes, même parfois du côté de la droite, hein, dans toute l'idée du débordement d'immigration, etc. Cette idée-là aussi qu'ils font venir des prostituées, etc. Toute cette idée de la traite. Déjà, c'est quoi un petit peu tous ces mythes, d'où ils viennent, enfin voilà, parler un petit peu de toutes ces mythes contre-réalité un petit peu. L'origine du mythe de la traite des Blanches à la fin du 19e siècle, c'était l'idée que des jeunes femmes blanches européennes étaient kidnappées, enlevées. Alors en France, ça a été des campagnes antisémites beaucoup, hein, donc par des marchands juifs qui allaient les revendre dans des bordels, dans des pays exotiques, lointains, etc. Mais chaque pays a eu un peu sa spécificité visant une communauté de migrants ou de minorités racisées pour les accuser d'être des trafiquants d'êtres humains. Historiquement, il y a eu ça a suscité des romans, des campagnes journalistiques, mais souvent basées sur soit des exagérations ou sur des amalgames, ou en plus à une époque où la majorité était à 21 ans. Donc effectivement, il y a eu quelques cas de femmes. L'argument de la minorité était plus facilement. Donc, et c'est vrai que quand c'est devenu un thème international au début du XXe siècle, c'est en 1910 qu'il y a eu le Thomas Mann Act aux États-Unis. Et après ça, il y a la Société des Nations qui a commencé à avoir des définitions internationales sur la traite des Blanches. L'idée de l'époque, c'était en fait d'empêcher la migration des femmes qui voyageaient seules pour les protéger. La façon d'arriver à un consensus, ça a été d'éliminer le critère d'âge des 21 ans, ce qui fait qu'il n'y avait plus besoin, parce qu'en dessous de 21 ans, il n'y avait pas besoin de justifier le fait qu'elle était consentante ou pas, c'était une mineure, donc elle était forcément victime. Et puis du coup, on s'est dit, on supprime le critère d'âge, il suffit que ce soit une prostituée migrante pour qu'elle soit victime de traite des Blanches. Et c'est comme ça qu'on arrivait à une lutte contre la traite au niveau international qui en fait visait à lutter contre la prostitution et l'immigration, mais ce qui était pensé comme tel par ces militants de l'époque qui pour eux c'était la même chose, hein, la prostitution et la traite c'est la même chose. Bon, aujourd'hui on est dans une vision plus contemporaine qui est héritière de ça, mais qui où la charge raciale s'est inversée. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le but c'est plutôt d'empêcher les gens de venir dans les pays riches du Nord mondial, et notamment après la chute du mur de Berlin dans les années 90, c'est là où il y a eu le renouveau de la panique morale sur la traite, quand on a parlé des femmes de l'Est. Et aujourd'hui, c'est plutôt par rapport aux femmes nigérianes où se concentre le gros de la traite des êtres humains aujourd'hui en France ou en Europe de l'Ouest. Oui. Non, vas-y, désolé, je te laisse finir. Mais je pense que là où on a encore un problème, c'est que et là où je pense qu'on est toujours dans des représentations racistes, c'est qu'en fait, on lutte pas contre la traite. En fait, on lutte contre l'immigration et qu'en fait, en empêchant les gens d'avoir des routes légales de migration, en fait, on favorise cette conditions. Voilà, c'est ça. Mais peut-être, je veux dire, les présupposés de lutte contre la traite ont toujours été des présupposés sexistes, mais aussi racistes, puisque un des éléments pour nourrir la lutte contre la traite des Blanches, c'était le fait qu'elles allaient être livrées aux appétits sexuels irrépressibles des indigènes, et que c'était ça, l'horreur absolue, et qui pouvait justifier ça. Donc il y avait, c'est-à-dire que le présupposé raciste ne pesait pas sur les femmes, en l'occurrence, mais sur les hommes, mais il y avait quand même fondamentalement ces présupposés racistes en plus de sexistes à l'œuvre contre la traite. Mais c'était aussi dans des réflexions que se posaient les administrations coloniales. Il y a un moment, c'était il y a quelques années, j'avais vu une vidéo d'Histoire Crépue sur le sujet où tu voyais des lettres qui se posaient la question. Donc d'abord, les hommes qu'on envoyait aux colonies
étaient en priorité plutôt des hommes célibataires parce que ils vont loin, ils peuvent pas faire leur vie de famille, etc. Et puis après, par peur justement qu'ils se métissent et qu'ils rencontrent des femmes localement, on se mettait à encourager justement aux hommes mariés à y aller, etc. Et donc il y a ce maintien en fait permanent en fait de la frontière raciale là-dedans. Ouais. Non, du coup, je voulais passer un peu à une autre étape. Je sais pas si c'est judicieux, mais vu qu'on parle justement de la traite, vu qu'on parle des Nigérianes et tout ça, est-ce que vous pourriez donner peut-être un portrait des différentes populations qui viennent en France, en tout cas, qu'on a, et depuis combien de temps, et quelles sont leurs conditions? Parce que j'ai l'impression que c'est pas pareil. Une Nigériane, c'est pas pareil qu'une Chinoise ou qu'une Brésilienne ou qu'une Roumaine. Oui, alors après, là c'est un peu piégeant parce que je voudrais pas non plus généraliser en fonction de chaque nationalité. Oui. Ouais, faut pas généraliser. Les gens ont aussi leur parcours individuel aussi. Ouais. Oui, il y a des tendances, mais puis en plus c'est sur tellement d'années que je suis pas sûr que les premières latinas brésiliennes qui sont arrivées dans les années 80 aujourd'hui correspondent aux péruviennes, même si c'est le Bois de Boulogne qui est le même on va dire, terrain de travail. Je ne vais pas dire qu'il y a des idéals types. Après, il y a potentiellement certaines un peu constantes. C'est-à-dire que, oui, les Nigérianes, par exemple, sont surexposées à l'exploitation. Pour une raison très simple, c'est que ça coûte beaucoup plus cher de venir en Europe du Nigeria, par exemple, que de Chine, où c'est plus facile d'acheter des visas en Chine pour arriver en Europe. Donc l'exposition à l'exploitation n'est pas la même, parce que quand tu as une dette de 10, 15, 20 000, c'est pas la même que quand ta dette c'est 50 ou 60 000 et que tu dois la rembourser. Donc tu vas... Oui, puis il y a celles qui arrivent par des réseaux de migration en ayant un visa ou en ayant un passeur, et puis il y a celles qui arrivent et qui jouent sur la notion, je crois, de touriste, où on peut vérifier à partir de la somme d'argent que tu détiens que t'es pas une personne en demande, en précarité, et qui serait dans une migration. Moi, j'ai lu ça dans des récits, notamment les meufs qui venaient du Brésil et qui arrivaient à rentrer. Ouais, mais parce que le Brésil, t'as pas besoin de visa. Que si tu restes moins de 3 mois. En fait, il y a un certain nombre de pays pour lesquels il y a des accords entre la France et ces pays pour qui sont dispensés de visa. En fait, il y a une valeur inégale du passeport en fonction de la routée. Et il y a clairement une répression. Je veux dire, il y a un contrôle des migrations qui est beaucoup plus forte vis-à-vis des pays d'Afrique que vis-à-vis d'autres pays. Et c'est le cas notamment vis-à-vis de la Chine, où le contrôle des migrations s'appliquera pas de la même manière, même s'il y a besoin d'un visa. Donc il y a ces constantes-là. Il y a aussi le fait, par exemple, que pour les ressortissantes de l'Union européenne, notamment roumaines, bulgares, dont on a beaucoup parlé, et qui ont beaucoup suscité ces paniques morales sur la traite après la chute du mur, justement, depuis que les frontières sont ouvertes, elles sont beaucoup plus pendulaires entre les pays d'origine et la France, et sont beaucoup moins enfermées, et du coup aussi moins exposées à l'exploitation. Et il y a du coup quelque chose qui traverse toutes les nationalités. C'est facile d'accéder à un titre de séjour, moins les personnes sont exposées à de l'exploitation. C'est ça. Après, il y a il y a aussi des réalités qui est que les femmes chinoises sont souvent originaires de milieux plus éduquées, elles ont plus été à l'école, elles savent plus lire, ou les Nigérianes moins, et ce qui, pareil, va jouer aussi sur la question sur les ressources sur les ressources qu'elles ont, sur l'accès aux droits, à un moment donné, pour avoir accès aux informations, et même la manière dont les informations circulent au sein des communautés, ça va avoir un impact aussi quand tu as en face de toi une population qui ne sait pas forcément lire, et du coup la manière dont tu vas pouvoir transmettre de l'information. Parce que la question de l'accès à l'information, c'est ça qui est crucial. Et c'est pour ça que c'est important aussi, en termes de lutte contre la traite, d'avoir accès aux populations.
Parce que si on n'a pas accès aux populations, on ne peut pas donner de l'information sur justement la question de s'émanciper de son exploiteur. Mais alors oui, du coup, plus il y a un flicage d'une origine en particulier, plus on va se voir ce schéma justement de proxénétisme, d'exploitation plutôt. d'exploitation, ouais, c'est de réseaux de passeurs et de. Oui, on n'utilise pas trop proxénétisme, parce que comme on l'a dit, ça ne veut Ouais, pas dire grand-chose. Là, on fait appel un peu à l'idéal type du mal qui contrôle. Mais c'est vrai que très souvent, il y a un peu le cliché qui se dessine un peu en creux dans ces arguments sur la traite, etc., notamment des Nigérianes, c'est que presque elles se font enlever de leur pays pour être envoyées pour un homme vénal pour un homme qui va récupérer de la thune sur elles. C'est quoi un peu la réalité par rapport à ça Je me rappelle même qu'on avait accusé Boko Haram d'avoir kidnappé Oui, des exactement. lycéennes, Et qui est d'ailleurs très souvent lié à un présupposé de elles sont africaines, elles connaissent pas le sexe, elles peuvent pas savoir. Non, mais ça renvoie exactement à ce que Thierry soulignait, c'est que de toute façon c'est un contrôle des migrations des femmes. Donc en fait, l'autre constante, s'il doit y avoir une constante, mais qui transcende là les différentes nationalités, c'est qu'en fait ce sont des personnes qui veulent migrer pour diverses raisons. Alors, soit échapper à la pauvreté, soit échapper à des situations de conflit, soit, enfin, je veux dire, échapper à des risques de Oui, non, mais le départ est volontaire. Alors après, il y a toutes ces histoires, par exemple, sur la question de la traite des Nigérianes. Il y a souvent une arnaque de base sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement la migration est volontaire, mais en fait, souvent, elles savent, par exemple, les Nigérianes, qu'elles vont exercer le travail du sexe une fois arrivées en France. Okay. Mais ce qu'on leur vend, c'est tu vas, je sais pas, avoir 4 clients par semaine dans des super hôtels et ça va être super et tu vas faire vite de l'argent en jouant éventuellement, même si maintenant je pense que ça fonctionne moins bien, sur la confusion des monnaies et sur qu'est-ce que ça veut dire 50 000 euros versus 50 000 naira qui ne sont pas du tout la même chose. Et effectivement, elles se retrouvent dans des conditions de merde, à bosser en rue, de nuit, dans le froid, Enfin voilà, juste dans des conditions de merde, à avoir peur parce que la nuit, dans le froid, dans des bois pas éclairés comme le bois de Vincennes sur lequel l'éclairage public a été retiré. Enfin voilà, on est dans ces situations-là. Et protéger la faune nocturne, une mesure écologiste. Et donc il y a un vrai sentiment de tromperie. Et c'est une tromperie réelle. Mais est-ce à dire qu'elle... Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose que d'avoir été enlevée et emmenée sur les trottoirs de l'Europe. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez juste. Je pense que les gens ont la représentation de l'enlèvement qui est un des critères de la définition de la traite, mais qui est plutôt rare dans les réalités qu'on observe, où c'est plutôt de la tromperie dans le cadre du parcours migratoire qui va être l'élément qui va faire que les gens rentrent davantage dans la définition de la traite aujourd'hui. Et c'est là aussi on voit que du coup, les réponses politiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu penses que tout le monde a été kidnappé par Boko Haram pour répondre à la demande des clients, bah, tu pénalises les clients, sauf qu'en fait, c'est pas ça la réalité. Et tu luttes contre le terrorisme. Non, mais et tu peux te dire, en te sentant parfaitement bien avec toi-même, que la solution, c'est de les renvoyer chez elles. Oui, aussi. Et ce qui est frappant, parce que à un moment donné, on avait comparé les différents discours qu'il y avait sur la traite, et effectivement, le Rassemblement national, et plus particulièrement Marine Le Pen, en l'occurrence, avait une solution tout à fait trouvée à la lutte contre la traite, c'était de renvoyer tous les migrants, et particulièrement les migrantes, chez elles pour lutter contre la traite. Mais ce qui est hyper dangereux, parce que si on renvoie ces filles, et que d'abord, ce qui les verrouille dans leur travail, bon, le fait de ne pas avoir de papier, mais c'est surtout que on leur exige de rembourser une certaine somme pour leur passage. Si on les renvoie, le réseau, pas la dette, le réseau, il a deux têtes. Il a la tête en France, il a la tête au Nigeria. Potentiellement, il va aller retourner les chercher et leur dire tu me dois toujours de l'argent et maintenant tu vas devoir te démerder au Nigeria. Ça va empirer les raisons même du départ. D'une part, pour celles qui effectivement sont dans ces situations-là, ça va empirer la situation. Mais de toute façon, pour les autres qui voulaient migrer, elles vont remigrer. On va juste augmenter la dette à laquelle elles vont être confrontées. C'est ça. Mais
Après, moi, je citais l'exemple du Rassemblement national comme espèce d'exemple extrême, mais je ne sais pas s'il y a une grande différence avec ce parcours de sortie de prostitution qui donne des papiers pendant 24 mois, et si au bout de 24 mois, tu n'as pas de CDI, tu n'as plus de papiers. Enfin, je veux dire, l'un dans l'autre, c'est un peu la version soft de deux. On renvoie les gens chez eux parce que c'est ça la solution contre l'exploitation. Même un bon CDD, ça passe pas? Non, c'est un CDI. D'accord. Mais c'est vrai que ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que c'était une gauche, je sais pas si... je pense que les gens vont être très critiques du Parti socialiste, mais bon, c'était quand même officiellement la gauche qui a mis en place cette politique-là, et qui, à l'époque, nous expliquait qu'effectivement, on ne pouvait pas donner un titre de séjour d'1 an, parce que sinon, ça allait créer un appel d'air. Donc, reprendre toute la rhétorique et l'argumentaire de l'extrême droite en la collant sur la question de la prostitution des industries du sexe, et avec du coup ce narratif de si vous faites de l'aide à la prostitution, vous êtes complice, vous êtes proxénète, voire vous êtes complice de la traite. Et nous, c'est toutes les diffamations qu'on a subies aussi, c'est-à-dire qu'on était complice de la traite parce qu'on encourageait les gens à se prostituer ou je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, ce discours-là qui vient de la gauche, aujourd'hui, l'extrême droite le récupère contre toutes les formes de migration en disant SOS Méditerranée ou toutes ces ONG, en fait, sont complices des trafiquants d'êtres humains. Parce que la solidarité à l'égard des migrants, c'est une forme d'encouragement à faire venir des gens qui se retrouvent piégés dans des réseaux de traite. Nous, c'est exactement ce qu'on subit comme discours. Un exemple de l'extrême droite qui coopte les discours de merde de la gauche. Oui. Moi, c'est ce que je trouve assez rageant dans tout ça, c'est qu'en fait, la gauche n'a même pas vu tout le racisme de ce qu'elle produisait comme discours. Et c'est pas un moment. Non, mais c'est ça, mais c'est exactement le racisme de ce qu'elle produit comme discours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tous les débats avant que la loi de 2016 soit adoptée, il y a eu cet étendard de la lutte contre la traite en disant 85%, alors les chiffres ont varié, mais c'était généralement 85% des personnes. Ça dépend, c'était 85 pendant longtemps, après ils ont augmenté, ça a été jusqu'à 98, 99% des travailleuses du sexe sont victimes de traite. Et en fait, l'origine de ce chiffre, c'est il y a une réalité. Je te dirais 85%, c'est 85% des travailleuses du sexe en rue sont migrantes. Oui. Dans les grandes villes, pas dans les villes. Et donc, parce qu'elles sont migrantes, elles sont victimes de traite. Et ne pas se rendre compte que ça, c'est fondamentalement raciste. Ça rentre totalement dans l'imaginaire du grand remplacement où toute migration est forcément organisée par... Bon, vous mettez le complotisme que vous voulez, mais c'est totalement cette même logique-là, quoi. C'est effrayant. Enfin, je ne sais pas si on va revenir sur la réaction à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme cet été, notamment... la majorité des syndicats un peu institutionnels, je vais dire comme ça, qui était de se réjouir du fait que la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête de 261 travailleuses du sexe contre la pénalisation des clients, la requête étant que la pénalisation des clients violait leurs droits fondamentaux et notamment le droit à la santé, le droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants et le droit à la vie privée. Je ne sais pas, Milan, si tu as le lien, si tu veux le montrer à l'image. J'envoie juste un message à la régie. Et donc c'est une procédure qui a duré 8 ans. La Cour a fini par se prononcer là-dessus. Pas du tout en invalidant purement et simplement le recours des travailleuses du sexe, puisqu'elle a quand même considéré qu'il fallait suivre l'impact de la pénalisation des clients sur les travailleuses du sexe. Elle a reconnu qu'elle avait un impact, mais voilà, elle était juste un peu mesurée. Mais ce qui était frappant, et ce qu'on a quand même beaucoup rappelé, c'est que sur les 261 travailleuses du sexe, il y avait 3/5 de migrantes. Donc il y avait quand même 3/5 qui... Donc plus de la moitié, quoi. Non, mais qui étaient dans une situation tellement merdique qu'elles ont accepté de donner leur nom à l'État français. Parce que quand on fait un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en son nom propre. Et donc, ces noms sont communiqués à l'État français. C'est des personnes qui n'avaient pas de titre de séjour. Alors, même si on leur assurait qu'elles ne seraient pas expulsées de ce fait-là, c'est quand même un risque qu'elles prenaient parce que leur situation était quand même extrêmement merdique. Et
En fait, tous ces syndicats, à un moment donné, qui disent les travailleurs, entre guillemets, en fait, ils sont juste en train de cracher à la gueule, majoritairement, de personnes migrantes qui, à un moment donné, sont levées pour leurs droits. Ouais. Et ne pas se rendre compte de la dimension extraordinairement raciste, en plus d'être sexiste, parce que c'était quand même une majorité de femmes aussi, c'est assez effrayant. Ouais. Oui, il y avait vraiment le communiqué qui s'autocongratule, on se félicite de la décision, etc. Tu avais bien toutes les syndicaux. Et puis moi, je trouve ça bien de nommer aussi comment dire, les formations qui participaient à ce communiqué. Ah oui, oui. Il y avait la CGT, Ouais. Solidaire, syndicat, Attaque, le Mouvement d'Uni. FSU, UNEF. Mais c'est vrai, le mouvement d'Uni, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'était pas très grave. Oui, à la limite. Parce qu'on n'en attendait pas autre chose. Et moi, je me rappelle quand même, et là-dessus, Thierry, tu pourras en dire plus, mais d'avoir parlé quand même avec beaucoup d'activistes TDS et qui ont plus mal vécu ce communiqué de presse des syndicats que la décision elle-même. Ouais. Parce que c'était vraiment leur classe qui leur crachait à la gueule, que les juges de Strasbourg, je veux dire, les juges, ce ne sont pas des travailleurs, donc qui crachent à la gueule des travailleuses du sexe, ça c'était d'une certaine manière attendu. Oui. Mais que les syndicats le fassent, ça a été quand même d'une très très grande violence pour beaucoup de travailleuses et travailleurs du sexe. Et juste, je précise, parce que j'ai vaguement vu dans le chat le fait qu'on parlait que de travailleuses du sexe, je précise qu'en fait, pour ma part, c'est un féminin générique et ça inclut tout à fait les hommes qui exercent le travail du sexe. Je ne vais pas me sentir offensé parce que d'habitude, la grammaire fait la discrimination inverse, donc on va pas se plaindre. Mais non, ce que tu dis, c'est très juste et ça me fait penser aussi à... Enfin, il n'y a pas très longtemps non plus, il y avait eu un communiqué de la CGT, je crois que c'était signé par Sophie Binet, pareil, qui remettait en cause l'intérêt du contrat de travail dans l'industrie pornographique. Et c'est vrai que c'est assez violent de se dire que ceux qui luttent le plus contre le droit du travail pour les travailleurs du sexe, c'est les syndicats. Ouais. Oui, ça veut dire que ça existe déjà dans la pornographie. Il y a des contrats de travail. Elle veut enlever ça. Je donne cet exemple-là parce qu'effectivement, c'est un secteur de l'industrie du sexe qui est parfaitement légal, dans lequel on pourrait avancer beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas de contraintes pénales, législatives. Et en fait, ce qui manque surtout, c'est le soutien syndical, justement, pour faire connaître leurs droits aux travailleurs, pour créer une... Pour qu'ils arrêtent de signer des contrats de cession de droits qui sont n'importe quoi. Voilà. Genre, cède tes droits sur le ciel, sur la terre, dans le ciel et dans l'univers pour 99 ans. Non, ça existe. Ça fait partie des contrats de cession de droits. Et autant on va partager la critique sur l'argument de la dépossession en ce qui concerne les contrats de cession de droit à l'image, qui effectivement c'est de la dépossession totale, mais le contrat de travail c'est comme un outil de protection. Et en particulier, là, il y a quand même beaucoup de scandales de violence, de viol dans l'industrie porno. Et la garantie de sécurité, c'est quand même une obligation de l'employeur. Et c'est sûr que s'il n'y a pas de contrat de travail, s'il n'y a même pas la base de la reconnaissance de la relation de subordination du travail dans ce cadre-là, et que tout le monde n'est que des prestataires, voire qu'on ne travaille pas du tout parce que c'est que du cash, donc officiellement, il n'y a même pas d'argent. Tu montes juste ta carte d'identité pour prouver que tu as 18 ans, tu signes ton cession de droit à l'image, et en fait, c'est comme si, non, juste tu t'amuses, tu as du fun. En fait, du coup, on nie le travail. Alors que dans le monde du travail lambda, c'est justement là le rôle du syndicat, où pour la négociation, justement, on requalifie, on a besoin d'un contrat, même si c'est un CDD à la journée, on requalifie sur du salariat, on est dans une stratégie d'ouverture de droit. Et là, avec les obligations inhérentes au contrat de travail. Les syndicats nous disent, non, c'est du viol, c'est pas du travail, et surtout pas de droit du travail. Oui, on marche totalement sur la tête, quoi. Oui, puis ça va pas faire disparaître la pornographie et son industrie. Bah oui, encore une fois, ça va la rendre encore plus exploitante. Bah oui. C'est plus le paradoxe, parce que j'ai l'impression que tout le monde consomme. Mais après, tu vois, les gens s'intéressent beaucoup les gens s'intéressent beaucoup aux travailleurs du sexe quand il s'agit du sexe et de consommer sur l'aspect sexe. Mais par contre, quand nous on veut parler de travail, là, tout d'un coup, il n'y a plus personne, quoi. Mais après, c'est aussi une façon de s'acheter un féminisme à très peu de frais. Moi, je vois beaucoup, là où je vois où il y a le plus d'hommes pro-féministes engagés dans des assos, c'est des assos anti-porno, anti-pute, qui disent « Ah non, moi, je ne consomme pas. Moi, je ne suis pas client. Je suis bien contrairement à ces autres hommes. » Il y a vraiment une distinction facile, quoi. Après, moi, je sais pas, à l'époque, on rigolait beaucoup en se disant que c'était quand même surtout des hommes qui voulaient baiser gratuit. C'est ça, faut quand même le rappeler. Oui. Mais après, plus sérieusement, même si je pense que c'est sérieusement ça, la raison qui les pousse à s'engager, c'est une conscience féministe à peu près, parce que c'est sûr que c'est
plus cher d'organiser la garde des enfants pour que les femmes puissent travailler. C'est plus cher de lutter contre les temps partiels imposés. En gros, il y a beaucoup de mesures de lutte contre le patriarcat qui peuvent coûter de l'argent. Ouais. C'est une réalité. En même temps, après, si on veut lutter... Enfin, c'est toujours pareil. Hein, si on veut lutter contre le patriarcat, peut-être qu'il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Et là, de manière au mieux paradoxale, on dit que la pénalisation des clients, c'est une mesure féministe parce que ça va permettre de lutter contre la prostitution, cette espèce d'étendard de la domination masculine extrême. Et du coup, sous Hollande et par la suite Macron, il n'y a plus rien d'autre qui a été fait. Hein. Je veux dire, même la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, tout ce qui... Il n'y a pas, quand même pas eu beaucoup d'argent mis sur la table pour garantir ça, parce que de toute façon, on avait la grande mesure féministe qui suffisait, qui était la pénalisation des clients. Donc, ça ne coûte pas cher. Ils sont féministes. C'est compatible avec l'austérité et le néolibéralisme. Voilà. Alors, par ailleurs, en plus, ça perpétue quand même le patriarcat. Ça a donné plus de pouvoir aux clients au final. Ouais. Parce que quand tu as moins de clients sur les endroits les plus visibles du travail sexuel, parce qu'en réalité, il y a toujours autant de clients qu'avant, hein, mais c'est vrai que dans les endroits les plus visibles où il y a une politique de pénalisation pour nettoyer le nettoyage social, hein, parce qu'en réalité, la pratique, en réalité, c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Dans ces endroits-là, oui, le fait qu'il y ait moins de clients fait que ceux qui restent, ils ont tendance à négocier du sans capote, des prix à la baisse, etc. Et donc, au Bois de Boulogne, au Bois de Vincennes, par exemple, les prix ils ont été divisés par 2. Et que les contaminations, elles sont en pleine augmentation. Moi, j'ai des collègues qui sont devenus séropos. Il y a des gens qui... Enfin, moi, maintenant, je prends la PrEP et donc j'ai des IST tous les 3 mois, on va dire. Voilà. Bon, c'est aussi ça la réalité, quoi. Et sans compter les personnes qui sont tellement précarisées à mort qu'elles n'en peuvent plus. Et pendant la crise Covid, on a quand même eu une vague de suicides qui a quand même beaucoup traumatisé la communauté. À un moment donné, Oui, moi j'avais vu des chiffres dans des pays qui sont beaucoup moins sévères sur ce travail-là. Le taux de personnes qui exercent ce métier il est et qui ont le sida, il est 4 fois inférieur à chez nous. Ça veut dire que précisément les méthodes de prohibition, d'interdiction font que les travailleurs et les travailleuses ont peur. Et notamment, moi j'avais vu sur les Airbnb, ça veut dire que ça prend un Airbnb pour recevoir des clients, mais dans ce cas-là, pour incriminer la personne, la capote en elle-même est un élément de preuve. Oui. Donc en fait, rien que pour ça, il y en a qui ont peur d'utiliser des capotes. Comme dans les salons de massage, dans les bars à hôtesses, dans tous les endroits où il peut y avoir une descente de police. Ouais. Et la capote est toujours utilisée comme preuve de prostitution. C'était même ce que t'expliquais la dernière fois, c'était que même à l'époque du délit de racolage, c'était en fonction du nombre de capotes que tu avais sur toi, limite, que donc même la capacité que tu avais à te protéger était finalement ce qui t'incriminait. Quoi. Oui, oui. Le condom as evidence, c'est quelque chose qui est très largement utilisé dans tous les pays de répression. À l'époque de la pénalisation du racolage, nous, c'est vrai qu'on avait fini, du coup, chez Médecins du Monde, par donner les préservatifs dans des sacs plastiques pour que les travailleuses du sexe puissent les jeter à l'arrivée de la police et ne pas risquer d'être arrêtées. Donc ça, c'est une réalité. Après, c'est vrai que sur les Airbnb, la nouveauté, au-delà du condom as evidence, c'est qu'en fait, on essaye d'alerter les propriétaires d'Airbnb pour qu'ils détectent de la traite, et donc il y a une espèce de glissement un peu surréaliste, enfin toujours le même, mais qui moi n'a de cesse de m'étonner, entre l'exercice du travail du sexe et l'exploitation. Et donc un des signes, parce que c'est pas le signe du travail du sexe, des poubelles pleines de préservatifs, c'est un des signes de traite des êtres humains dans un Airbnb, c'est une poubelle pleine de préservatifs. Donc c'est parmi les signes pour détecter l'exploitation. Il y a, avant l'arrivée dans le logement, le fait que la personne ne parle pas très bien français. Ce qui est assez ironique pour du logement courte durée qui sert essentiellement aux touristes.
Et voilà, après, si elle pose trop de questions sur l'emplacement du logement et le quartier, etc., pareil, c'est un mauvais signe. Après, pendant le séjour, je ne sais plus très bien. Et à la sortie, il y a la question des poubelles pleines de préservatifs. Mais très concrètement, parce que ça fait partie, les conventions, en fait, en mai dernier, il y a eu la stratégie nationale de lutte contre la prostitution, donc il y a précisément un an. Qui a voulu renforcer la lutte contre ce qu'ils appellent la prostitution logée. Donc plus en rue, mais du coup les personnes qui exercent en appartement, quelle que soit leur manière d'entrer en contact avec les clients. Et ce qui a conduit à signer des conventions avec Airbnb et Gîtes de France pour qu'ils renforcent la lutte contre le travail du sexe au nom de la lutte contre la traite et à mettre ces critères d'identification. Très concrètement, l'impact a été que les personnes qui arrivaient à se débrouiller seules, notamment les personnes migrantes qui ne parlent pas français, qui arrivaient à se débrouiller seules pour louer des Airbnb pour travailler, notamment quand elles travaillent en déplacement, ne peuvent plus. Maintenant, une femme chinoise seule ne peut plus louer un Airbnb. Et comme ça ne peut pas être une autre femme qui va louer pour elle, eh ben... ce sont les hommes qui vont s'occuper. Donc on donne le pouvoir aux hommes parce qu'on lutte contre le travail du sexe. La méthode, c'est ça. C'est ce qui a été décidé. C'est que quand on a une personne qui n'a pas la nationalité, qui veut louer un Airbnb, c'est une femme seule, elle ne peut pas. C'est ça ? Mais non, mais c'est parce que dans les critères d'identification, c'est le fait de ne pas parler très bien français. Et comme il y a toute une désinformation qui circule sur le fait que de toute façon... Alors ça, c'est très marqué chez les femmes chinoises, que les femmes chinoises sont toutes victimes de réseaux. T'as une femme chinoise qui cherche à louer un appart, c'est foutu pour elle. Et il y a Vraie Pute dans le chat qui dit « Ensuite, il y a des keufs qui se font passer par des clients et qui t'arrêtent dans le Airbnb quand tu taffes là-bas, etc. » Donc il y a aussi des méthodes... Et qui après, généralement, dénoncent au propriétaire du Airbnb qui va mettre la travailleuse du sexe dehors sans bien sûr lui rembourser ce qu'elle a payé. Je veux dire, non, mais en termes d'escroquerie, on est à un niveau quand même assez élevé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour en plus. On a un peu fait le tour, c'est vrai. Ça fait à peu près 2 heures qu'on parle. Je sais pas s'il y avait un autre sujet ou une autre transversalité qu'on n'a pas abordé et que vous vouliez... je sais pas trop. Enfin, je pense qu'il y aurait. Enfin, oui, en fait, on peut aller dans. Oui, en fait, c'est ça. Aussi, il y a plein de trucs qu'on n'a pas forcément dit, mais non, après, pour moi, l'enjeu, c'est aussi parmi les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens qui sont militants, qui s'impliquent dans des organisations féministes ou syndicales ou dans des partis de gauche, si vous pouvez effectivement faire passer d'émotions ou créer des espaces où on invite des travailleurs et travailleuses du sexe pour pouvoir justement, porter cette parole-là, porter ces analyses et cette expertise. Même la réalité vécue, tout simplement. Et qu'à un moment donné, on arrive à progresser, quoi, parce que c'est vrai que là, je veux dire, entre les meurtres, les suicides, la précarité, tout ça, à un moment donné, je veux dire... moi, je comprends pas, quoi. Je comprends pas comment on est piégé comme ça dans des... je veux dire, si on est le camp de l'émancipation, à un moment donné... l'émancipation des travailleurs se fait par les travailleurs eux-mêmes, sauf si c'est des travailleurs du sexe. Là, on envoie les curés, les travailleurs sociaux et les flics. Oui. Bon, je sais pas. Ouais. Et peut-être, moi, ce que je trouve très effrayant, et ça fait, je pense, un peu écho à ce que dit Thierry, c'est que, en réalité, il y a quelques institutions qui sont complètement verrouillées. On parlait tout à l'heure dans le mouvement féministe, de nous toutes, le planning familial, la coordination féministe. Mais il y a tout un féminisme institutionnel qui verrouille. Dans les partis, il y a alors généralement, c'est souvent les commissions féministes, après, je ne vais pas les incriminer, mais voilà, mais qui verrouillent des positionnements de partis et qui fonctionnent quand même très largement par la terreur, c'est-à-dire par l'anathème. Ah, vous êtes proxénète, vous êtes complice de la traite, vous êtes complice des viols. Autant de choses que oui, vous a régulièrement dit. Il y avait même un slogan, pas de pute dans nos luttes. C'est ça, oui. J'ai loupé celui-là. C'était quoi comme slogan ? Pas de pute dans nos luttes. Mais c'était qui avait... Je sais plus, moi je l'ai lu dans le bouquin. Ok, d'accord. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à faire sauter ces verrous, parce qu'on fonctionne complètement au chantage. À l'heure actuelle,
les associations féministes qui se positionnent en faveur des droits des travailleuses du sexe, on les menace de leur couper leur financement. Mais même, je veux dire, voilà, une organisation qui a pignon sur rue comme Médecins du Monde, très régulièrement sur nos programmes travail du sexe, on nous explique qu'on ne sera jamais financé parce que de toute façon, on a un positionnement qui fait qu'on ne peut pas être financé. Bon, le STRAS, on n'en parle même pas, de toute façon, ils n'ont jamais eu de financement public parce qu'on ne finance pas le STRAS. Mais c'est un sujet énorme, c'est une vraie silenciation de la société civile, et il y a tout un tas de gens qui pensent probablement très différemment dans ces partis, dans des institutions. Et à un moment donné, c'est quand même à ces personnes-là de faire bouger les choses. Ce qui m'étonne, c'est que tu vois, par exemple, moi je pense qu'il faut le dire clairement, Aurore Berger qui menace le planning familial de leur couper leurs subventions parce qu'elles n'ont pas le bon positionnement, que ce soit sur le porno, la pénalisation des clients, etc. Mais on n'est pas capable, en réponse, d'avoir une interasso ou voire même de parti, de dire, en fait, non, on ne va pas menacer une institution comme le planning familial dont les femmes, en général, ont besoin pour la santé sexuelle et reproductive, sous prétexte que tu n'as pas tel ou tel bon positionnement, et qu'en fait, à un moment donné, il faut refuser collectivement ce chantage-là. Et Aurore Berger fait ça, pas que sur ce sujet-là d'ailleurs, parce qu'avec Gaza, elle a fait la même chose. Mais à un moment donné, il faut qu'on réponde aussi à ces gens-là. En fait, il y a beaucoup d'organisations qui ont réagi au contrat d'engagement républicain. Oui. Mais en fait, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'organisations qui réagissent quand le RN coupe les subventions de la Ligue des droits de l'homme dans certaines municipalités. Mais c'est la même chose. En fait, c'est une silenciation politique de certaines organisations, et en l'occurrence les organisations de travailleuses du sexe et de leurs alliés. Et ce qui est très frappant, c'est que moi, je suis convaincue qu'à l'heure actuelle, les personnes qui verrouillent, que ce soit les institutions, que ce soit les partis, que ce soit les syndicats ou les quelques organisations féministes institutionnelles qui restent, sont une minorité. Elles sont une minorité. Mais elles fonctionnent tellement à l'anathème qu'elles arrivent à terroriser la majorité. Et à un moment donné, la majorité se doit de réagir et de ne pas accepter ces discours racistes, sexistes et classistes, et de se positionner aux côtés des travailleuses du sexe, mais comme aux côtés de tous les autres travailleurs et de toutes les autres organisations, les autres personnes pour leurs droits. Enfin, c'est un peu basique ce que je dis, mais c'est ça quand même. Ok. Je trouve que ça fait un très bon mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. C'était une discussion très, très intéressante, nécessaire. J'ai vu pas mal de gens dans le chat qui étaient assez contents qu'on l'ait eu. Moi, juste un conseil que vous pourriez donner justement aux personnes qui pratiquent aujourd'hui ce travail-là. Et attention, pas un conseil. Parlez-leur, mais leur donnez pas des conseils. Surtout, c'est... Au contraire, peut-être oser être proxénète, parce que la solidarité, je pense que c'est la clé, l'entraide et l'auto-organisation. Et donc, oui, transgressons les lois, devenons proxénètes. Ok, c'est radical. Ça va pas aider la réputation du STRAS, que tu veux. Non, très bien, mais... Non, mais c'est vrai, c'est une attaque contre la solidarité dans tous les cas. Donc oui, soignons cette solidarité. Cool. Moi, un conseil, mais qui va, je pense, dans le sens de la solidarité, c'est qu'en fait, il y a quand même des outils qui existent pour les travailleuses du sexe pour se protéger, notamment contre les violences. Donc, je vais juste faire la pub honteusement du projet Jasmine de Médecins du Monde, qui est donc projetjasmine.com, sur lequel il est très facile d'être marrainé pour s'inscrire, puisque les travailleuses du sexe, pour pouvoir avoir accès à la bloc-list du coup des agresseurs qui se font passer pour des clients, doivent être marrainés. Et si jamais vous n'avez pas de collègues, vous ne connaissez pas de collègues qui peuvent vous marrainer, n'hésitez pas à contacter le projet Jasmine de toute façon. Oui, en gros, c'est un réseau. Quand une personne exerce, en fait, c'est une communauté et qui se passe des infos sur les personnes à éviter. Sur les clients problématiques, les trucs comme ça. Tout à fait, les clients problématiques et les agresseurs qui se font passer pour des clients, principalement pour les personnes qui travaillent via Internet, puisque ce qui permet d'identifier, c'est le numéro de téléphone. Mais du coup, ça permet effectivement de prévenir des violences pour les travailleuses du sexe. Mais donc,
Même, il faut être marrainé pour avoir accès à la blocklist. Mais même si vous n'avez pas de collègues qui peuvent vous marrainer, vous contactez le projet et elles trouveront une solution. Ok. Et bah super. En tout cas, merci beaucoup. C'était super chouette. Merci le chat. Et à la prochaine pour le chat. Et puis, ah oui, n'oubliez pas, c'est vrai, pardon, ces émissions, elles sont permises grâce au Tipeee des Avoprad. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Voilà, c'est tout ce qui nous permet, les locaux, les lumières, les caméras. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à faire un petit don en partant. Oui. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.